Annette pensait qu'elle allait épouser l'homme qu'elle aimait. Elle ne savait pas qu'il allait mettre fin à sa vie et détruire sa famille. Elle avait toujours cru que leur première rencontre était le résultat d'un sort divin. Elle aurait vraiment dû écouter son professeur de philosophie. Elle était trop naïve et n'a jamais su que c'était un plan. La fille tremble alors qu'elle se dirige vers le bureau de son mari. Il lui a écrit une lettre et lui a dit de la lire, mais il a refusé. Il prétend qu'il est trop occupé. L'homme ne semble pas s'en soucier jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle a enquêté sur son passé. Il a finalement l'air choqué. Annette était désespérée. Elle savait que l'amour pouvait s'évanouir après le mariage, mais cette maltraitance était trop grande. Son enquête a tout révélé. L'homme ne l'avait jamais aimée. Elle n'était qu'un pion qu'il voulait utiliser. Henner ne le nie pas, son accord rend presque folle la fille. Elle se demande à quel point il lui a été difficile de prétendre l'aimer, la fille de son inécumie. Elle avait pensé stupidement. La rencontre était un destin divin, mais dès le début, elle n'était qu'un outil pour lui. Annette avait vécu une vie parfaite. Et sa famille, les Rosenberg, faisait partie de leur famille royale. Son père, le marquis Dietrich, était neveu du roi, il était également commandant de l'armée de Padan, Henner était commandant de légion qui travaillait sous son commandement, le couple s'était rencontré dans le jardin de Rosenberg et s'était amoureux, ils ont fréquenté pendant 2 ans, se sont mariés et ont vécu une vie heureuse. Tout était parfait, jusqu'à ce qu'il ne l'ait pas été, comme on dit, tout doit finir, et le bonheur d'Annette aussi. Dirigés par l'armée révolutionnaire, ils ont renversé le roi et détruit les nobles. Le père de notre héroïne a été tué par l'armée et sa mère a été forcée de se suicider. Et la pire trahison était de découvrir que son mari était le chef de l'armée révolutionnaire. Pourtant, elle a refusé de renoncer à lui. Elle a même trahi son propre père. Mais qu'a-t-elle obtenu en retour? La haine de Henner. Il l'a traitée comme des ordures à éviter. Annette savait qu'il avait changé, mais elle refusait de croire que leur mariage n'était qu'un plan, et elle lui faisait confiance, même lorsque les gens se rassemblaient à l'extérieur du manoir et imploraient sa mort. Elle a choisi de croire à l'amour de Henner, mais sa fidélité n'a fait qu'augmenter sa douleur. Elle est devenue la méchante, la fille de l'homme qui opprimait le peuple, et a été forcée de prendre la faute. Elle est devenue vide, simplement existante et non vivante. À ce moment-là, elle avait encore besoin de Henner à ses côtés, il n'était jamais venu, elle se demandait toujours pourquoi, avait-elle fait quelque chose de mal ou était-ce une erreur de naissance? Elle avait beaucoup de questions, mais quand elle a lu cette lettre, elle a réalisé la vérité. Retournée au bureau de Henner, Annette pense que c'est drôle. Elle avait stupidement essayé de changer le cœur de l'homme et de le faire l'aimer à nouveau. C'est seulement maintenant qu'elle réalise que l'homme n'avait pas changé. Il ne l'a jamais aimé depuis le début. Henner n'a pas nié et dit qu'elle avait raison. Il semble tranquille, ce qui met la fille en colère. Elle lui dit de parler parce qu'elle a besoin d'entendre la vérité. L'homme révèle enfin qui il est vraiment. La vérité est qu'il a toujours détesté son père et la famille royale. Son mariage avec elle n'était qu'un plan. La jeune fille souffre. Elle se demande s'il la détestait aussi. Henner lui raconte une histoire. Dans le passé, la famille royale formait secrètement des espions, et notre chef masculin était l'un d'entre eux. La famille royale, craignant d'être exposée, assassinerait secrètement les espions après la fin de leur mission, mais Henner a réussi à survivre. Il a aidé le marquis à s'assurer de sa position et est devenu l'assistant le plus proche de l'homme. C'est le jour où il a rencontré Annette. Elle était habillée comme une princesse, si belle et brillante. Elle a agi comme s'il s'agissait d'un cas de charité et lui a offert sa pitié. Il pensait que ses paroles étaient une moquerie. Alors oui, il la détestait. Cette histoire révèle tout. Annette comprend enfin que c'était tout un plan. Il s'est approché d'elle juste pour se venger. Il la détestait profondément, mais comme un imbécile, elle est tombée amoureuse de lui. La fille a pris sa décision. Puisqu'il ne la veut pas, ils peuvent divorcer. À notre grande surprise, l'homme refuse. Annette est confuse. Elle n'a plus rien à offrir. Ses parents sont morts et les nobles ont été détruits. La seule chose qu'elle a est sa position de femme. Nous devons admettre que la vengeance de Henner a eu du succès. Mais l'homme ne pense pas que ce soit suffisant. Il s'approche d'Annette et la serre violemment. Il lui dit qu'il n'y a plus de place heureuse pour elle dans ce monde. Elle est vraiment devenue FOU. Elle veut que la fille reste à ses côtés et soit malheureuse pour le reste de sa vie. C'est à ce moment qu'Annette s'est finalement rendu compte que ce n'était que le début de sa vengeance. Notre héroïne rêve de son passé avec Henner. Ils se sont assis dans le jardin de son père et ont parlé de leur avenir. La fille a toujours eu peur de tout. Elle avait tellement peur qu'elle a abandonné sa chance d'étudier à l'étranger. Elle n'était pas bonne à étudier.
La seule chose qu'elle puisse faire est de jouer du piano, mais elle pense que c'est peut-être le mauvais chemin. Ener l'encourage et dit que ses compétences sont parfaites. La fille s'amuse parce qu'il ne l'a jamais entendu jouer. Comme un mari fidèle, l'homme dit que tout ce qu'elle fait est bon. La scène change pour leur proposition. Ener était vraiment romantique. Il louait un bateau la nuit et lui proposait la vie en mer. Il avait l'air vraiment heureux et avait promis de la rendre heureuse pour toujours. Il serait à ses côtés pour le reste de sa vie. Mais qui aurait cru que sa promesse se transformerait en cauchemar? La jeune fille est frustrée et décide d'aller faire une promenade. Elle rencontre le sous-officier de son mari, le major Eugène. Il lui pose des questions sur sa santé, mais Annette sait qu'il ne se soucie pas. Elle était sur le point de partir quand l'homme a soudainement mentionné certains plans de mariage. Il s'est avéré que son mari envisageait de se marier avec Madame Annalek. La femme semble être une subordonnée de Ener et même le public soutient leur mariage. Eugène tente de contrarier Annette, mais elle ne se soucie plus. Elle sait que tout le monde attend sa chute. Chaque jour, les journaux écrivent. Ils veulent tous se débarrasser d'elle. Certains écrivent même des lettres justes pour la menacer. Annette est fatiguée. Être à côté de Ener se sent comme un enfer. Eugène se plaint toujours. Il l'appelle une tâche et dit que personne ne soutient leur mariage. Annette interrompt sa longue histoire. Elle lui dit qu'elle a déjà demandé le divorce à Ener. Le major est choqué quand elle dit que son mari a refusé. Elle supplie Eugène de convaincre l'homme. La pauvre fille est vraiment fatiguée. Elle remarque finalement que tout le monde ne l'aime pas. Alors pourquoi Ener l'aimerait-il? Ce soir-là, l'homme lui rend visite. Ener sait qu'elle ne dort pas. Il a essayé de refuser la proposition de mariage d'Annalek, mais les nouvelles avaient déjà été publiées, et pourtant il refuse de divorcer d'Annette. L'homme dit qu'il ne l'aime pas, mais pourquoi a-t-il l'air effrayé quand elle parle de divorce? Elle le supplie de la laisser partir. Tout le monde veut qu'il se débarrasse d'elle. Pour le public, elle n'est qu'une tâche sur sa vie parfaite. Elle se demande s'il veut juste la voir souffrir à ses côtés. Il doit vraiment la détester s'il est prêt à se faire du mal aussi. Ener est en fait inquiet qu'elle ne vive pas bien si elle quitte son côté, mais la fille pense qu'il a juste peur. Il a peur qu'elle ait encore une propriété. Elle lui dit qu'elle n'a rien caché quelque part. Elle n'a même pas d'amis. L'homme ne l'a pas. Son père avait beaucoup d'amis qui sont allés à l'étranger pendant la Révolution. Ils auraient peut-être commencé une vie meilleure. Annette ne se soucie pas d'eux. La seule chose dont elle a besoin est un divorce. Mais Ener continue de refuser. Voyant à quel point elle le désire, il est déterminé à ne pas lui le donner. Annette regrette tout. Elle aurait dû savoir que son visage doux, souriant et sa voix amicale n'étaient qu'un piège. Son amour pour elle n'a jamais été réel. C'est vraiment un excellent espion. Elle continue de le supplier. Il se demande pourquoi elle est si désespérée de partir. L'a-t-elle finalement détesté après avoir appris sa trahison? Il est choqué quand elle dit qu'elle ne l'a pas détesté. La pauvre fille a vraiment perdu espoir. Elle n'a pas le courage de détester qui que ce soit. Elle ne se soucie pas de savoir si tout le monde la détestait. Chaque jour, elle lit le journal et tout le monde souhaite sa mort, elle leur rappelle les monarchies et ils veulent la détruire. Notre héroïne était une fille innocente qui ne connaissait rien à la politique, mais elle a été forcée d'apprendre. Elle a dû savoir pourquoi les gens ont renversé. Elle n'a pas compris leur décision, mais a été forcée de l'accepter. Tout le monde continuait à la blâmer, la faisant croire que c'était vraiment sa faute. Ener est choquée. Elle se demande si elle sait ce qu'elle dit, mais Annette le sait. Tout ce qu'elle veut, c'est un divorce. Elle est prête pour sa chute, mais elle refuse de tomber comme sa femme. Elle veut avoir une certaine dignité devant l'homme qu'elle est. Mais son comportement le met en colère. Elle ne cesse de parler de divorce, ce qui le frustre. Elle le rend facile, il lui dit qu'elle sera toujours sa femme et qu'elle n'aura jamais de liberté ni de bonheur. Il la gardera coincée à ses côtés et la verra souffrir. Elle doit payer pour ses péchés. Annette se tait. L'homme se calme et lui dit qu'il y a un banquet auquel ils doivent assister. Elle est toujours sa femme, alors elle le suivra. Annette se demande s'il la traînera là-bas si elle refuse. Elle semble avoir oublié que Ener est un homme fou. Et elle menace de la faire enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et la pauvre Annette est choquée. Mais l'homme n'est pas fini. Et elle lui dit qu'il n'y a pas de problème. Si elle s'enfuit, il a assez de pouvoir pour la retrouver. Il lui dit d'être obéissante si elle ne veut pas souffrir. Annette comprend enfin que cet homme est fou. Il s'est approché d'elle avec un but et l'a trompée, mais elle a refusé de le croire, elle l'a convaincu. Elle croyait que son amour reviendrait, mais maintenant elle se rend compte que ce qu'ils avaient lui-même n'a jamais été amour.
Elle n'a pas d'autre choix que d'être d'accord avec lui. Il la laisse seule et elle commence à pleurer. La fille semble avoir des problèmes de sommeil. Elle décide de prendre des médicaments, mais au lieu de les avaler, elle semble les ramasser dans une bouteille. Elle regarde le médicament avec un visage triste. Qu'est-ce qu'elle a prévu? Le lendemain, Annette va voir son médecin. Elle demande un nouveau médicament puisqu'elle a encore des problèmes de sommeil. Même aujourd'hui, elle s'est réveillée avec un mal de tête. Cependant, le médecin ne semble pas la respecter. Il rejette son mal de tête et dit qu'il n'y a pas de remède. Il dit même qu'elle exagère. Annette est bouleversée et demande si elle doit supporter le mal de tête. Eh bien, c'est en fait l'objectif de l'homme. Notre héroïne est sûre que quelque chose ne va pas. Il lui dit qu'elle est peut-être trop stressée et même suggère qu'elle est paresseuse. Il lui dit d'arrêter de se coucher et lui dit qu'elle devrait se promener. Il pense qu'elle exagère simplement parce qu'elle a été mimée. Il dit qu'il travaille pour le manoir et qu'il n'est pas son médecin personnel. Notre héroïne a vraiment une vie difficile. Même les servantes peuvent se moquer d'elle. Elle a honte et renvoie l'homme. Le banquet commence enfin. Henner est le roi et tout le monde est impatient de le saluer. Ils ignorent tous Annette, la traitant comme de lait. Annette les regarde tous. Elle pensait qu'elle ne comprendrait jamais Henner, mais maintenant elle le fait. Il l'a emmenée avec lui alors qu'il savait que personne ne l'accueillerait. Il a dit qu'elle devait accomplir son devoir, mais maintenant elle comprend pourquoi il l'a amenée. Il veut juste la voir souffrir. C'est quelqu'un qui ne quitte jamais le manoir. Le seul endroit où les gens peuvent lui faire du mal est à une fête comme celle-ci. La fille est triste et continue à boire. Elle entend parler du mariage de son mari à Anneli. L'homme dit qu'il l'a rejetée, provoquant la colère des gens. Il l'encourage à sortir avec la femme. Henner cesse d'être amical. Et il leur rappelle qu'il a une femme. Mais Annette ne se sent pas mieux. Quelle femme sera heureuse d'entendre son mari parler de se marier avec une autre femme? Henner est juste trop cruel. L'homme à qui elle pense apparaît à côté d'elle et l'embrasse. Il l'empêche même de boire. Maintenant la fille est confuse, se demandant ce qu'il fait. Sa misérable nuit a finalement un peu de bonheur. Une personne spéciale a été invitée au banquet et il s'avère que c'est Félix Kafka. Annette semble choquée d'entendre cela. L'homme est le meilleur pianiste du monde. Il a remporté la première place dans tous les concours auxquels il a participé et est aimé par toute la Padania. Notre héroïne n'a jamais pensé le revoir, elle n'a pas joué de piano depuis 3 ans, mais entendre la musique de cet homme la réconforte. Elle a aussi une relation particulière avec Félix. Il était son idole en grandissant et Annette voulait devenir pianiste comme lui. Son père a utilisé ses connexions et elle a rencontré l'homme à plusieurs reprises. Félix l'encourageait, lui donnait des autographes et même lui parlait. Mais tout a changé. Maintenant qu'Annette y pense, Félix doit l'avoir méprisé à l'époque, un génie de la musique peut-être, mais aussi un simple homme, il doit avoir caché sa haine pour un noble comme elle. L'homme est inquiet et essaie de lui parler, mais ils sont interrompus quand un groupe de dames apparaît. Ils semblent déterminés à forcer notre héroïne à leur jouer une chanson. Annette est nerveuse et leur dit qu'elle n'a pas joué depuis 3 ans, mais cela ne l'arrête pas. Elle veut qu'il l'aide, mais il ne dit rien. Annette est encore blessée. Elle se reproche de faire confiance à Henner. Elle pensait vraiment qu'il l'aiderait. Tout le monde, même Félix, l'attend pour jouer. Annette se demande si regarder sa honte sera suffisant pour eux. Ils doivent être heureux de voir une femme de naissance noble finir ainsi. Notre héroïne n'a pas menti quand elle a dit qu'elle ne peut pas jouer. Elle semble avoir une forme de traumatisme. Et c'est bien mérité. Imaginez regarder votre père être tué pendant que vous jouez du piano. Les soldats qui avaient tué son père se moquaient même d'elle pour avoir vécu si librement. Henner reste encore éveillé jusqu'à tard. Elle essaie de lire, mais il ne cesse de penser à sa femme. Il s'avère qu'Annette a eu une crise de panique sur scène. L'homme était très inquiet lorsqu'il l'a entendu vomir dans la salle de bain. Après cela, ils se sont précipités chez EX. Elle semblait clairement qu'elle avait subi une forme de traumatisme. Mais Henner refuse de le croire. Elle pense que quelqu'un l'a gâtée comme elle. Quelqu'un qui avait vécu une vie paisible ne méritait pas d'être traumatisé. Il est énervé quand il se souvient de son comportement au banquet. Elle continue à demander un divorce, mais il refuse de l'accepter. Il ne peut pas la laisser partir si facilement, pas après avoir tant souffert juste pour la récupérer. L'homme sait que sa décision est déformée, mais il ne peut pas la laisser partir. Il s'avère qu'il a rencontré. Henner était tombé amoureux d'elle à l'époque, mais c'était un amour unilatéral. Il déteste se souvenir de cette période. Il veut juste oublier le passé. Notre héroïne tente d'affronter ses peurs et va dans sa chambre de piano. Elle joue du piano depuis le moment où elle a commencé à marcher. Elle l'a même apporté au manoir de Henner. Elle sait quelle touche appuyer, mais elle ne sait toujours pas jouer.
Depuis le jour de la mort de son père, tout ce qu'elle avait perdu avait disparu, son pouvoir, ses connexions et son argent. Elle avait tout perdu. Elle pensait que sa situation allait s'améliorer, mais maintenant elle se rend compte qu'il ne lui restait plus rien. Henner est de nouveau en colère. Le majordome vient de l'informer que sa petite femme obstinée refuse ses repas. Cela le rend si contrarié qu'il va dans sa chambre. La femme qui le préoccupe couture et l'ignore. Il est contrarié et l'interroge. Elle a passé toute la journée dans sa chambre et refuse même ses repas. Il se demande si c'est sa façon de le défier. Et il lui dit de ne pas s'inquiéter. L'homme remarque les paquets de médicaments sur la table et tombe tout de suite en panique. Il voit la petite bouteille de médicaments qu'elle ramasse. La fille a l'air coupable et essaie de prétendre que c'est rien. Quand l'homme continue à l'interroger, elle lui dit qu'elle ne peut pas manger le médicament, alors elle les a rassemblés. Bien sûr, Henner sait qu'elle ment, mais il ne discute pas. Il dit qu'on va lui proposer de la nourriture et qu'il a même l'intention de changer de médicament. Et la fille essaie de protester, mais elle devient subitement obéissante. L'homme a peur qu'elle planifie quelque chose de dangereux. Et elle lui dit qu'elle ne peut pas mourir de manière honteuse. Elle est la princesse de Rosenberg, donc sa mort doit être gracieuse. Ces paroles la rendent folle, mais elle se mord les lèvres pour cesser de parler. Les serviteurs ont préparé un repas. Annette veut que l'homme parte, mais il refuse. Elle devient subitement furieuse et lui crie. Elle lui demande ce qu'il ferait si elle refuse de manger. Henner est choqué et se demande pourquoi elle est si bouleversée. Il pense que c'est juste à cause des médicaments et même lui reproche de ne pas parler comme une dame. La fille est énervée. L'homme semble en savoir beaucoup sur elle. Il a dû l'enquêter juste pour gagner son cœur. Mais tout a changé. Notre héroïne lui rappelle qu'elle n'est plus son amant. En ce moment, elle n'est rien. L'homme est stupéfait par ses paroles. Il sait qu'elle a raison. Son noble naissance est inutile maintenant, et même ses proches sont tous morts. Pourtant, elle semble aussi noble et belle que le jour où il l'a vue pour la première fois. Ses souvenirs ne font que le rendre misérable. Il se met en colère contre elle et la force à manger. La jeune fille joue avec sa nourriture pendant que l'homme la regarde. Soudain, il remarque le tissu qu'elle couture. Pour une raison quelconque, il a l'air vraiment laid. Il se souvient à quel point sa couture était belle dans le passé. Annette parle enfin. Elle veut voyager seule dans une autre vie. Comme prévu, l'homme refuse. La fille n'est pas surprise. Elle savait qu'il refuserait. Elle ne mange toujours pas, et l'homme accepte finalement de partir. Mais il l'avertit. Si elle refuse son repas encore une fois, il va l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Henner est toujours inquiet et appelle le médecin d'Annette. Il lui pose des questions sur le médicament qu'il a trouvé dans la chambre de la fille, et l'homme dit que c'est juste une pilule pour dormir. Henner a découvert le plan de la jeune fille, elle allait probablement surdoser et mettre fin à sa vie. Il ne pense pas qu'elle aurait ce courage, il pense même qu'elle essaie simplement d'attirer l'attention, il la méprise, pensant qu'elle ne sait pas ce qu'est la souffrance. Il se souvient du passé et de la façon dont elle louait sa beauté. À l'époque, il pensait qu'elle était la plus belle femme du monde. Maintenant, il veut juste qu'elle soit désespérée. Il espère que sa vie sera malheureuse, tout comme sa vie a été détruite. L'homme enlève sa chemise, et nous voyons son corps couvert de cicatrices. Parce qu'il a eu une vie sombre, il veut que Annette soit aussi dans l'obscurité. Il veut voir sa vie s'effondrer. La journée vient de commencer, mais Annette est déjà fatiguée. Elle pense à son passé avec Henner. Elle était impatiente de changer d'avis et a décidé de passer la nuit avec lui. Elle pensait que les choses changeraient si elles avaient un enfant ensemble. L'homme ne l'a pas rejetée, mais il ne lui a jamais montré son amour. Il a refusé de révéler son corps, et s'en allait après avoir couché avec elle. Annette serait laissée seule dans sa chambre froide. Pourtant, elle a continué, espérant qu'il changerait d'avis. Mais il ne l'a jamais fait. Elle se demande pourquoi il ne l'a jamais rejetée. La fille est vraiment fatiguée, et souhaite que sa vie se termine comme ça. Comme si la journée de notre héroïne ne pouvait pas être pire. Le nouvel amant de son mari apparaît, Lady Annette demande de parler avec Annette. La fille ne se soucie pas et dit à la femme de faire ce qu'elle veut. Annette a toujours voulu rencontrer la fille et a enfin eu l'occasion. Tout le monde sait qu'Annette n'est pas autorisée à sortir du manoir. Les journaux ont été remplis de nouvelles à son sujet, ce qui a amené Annette à se demander quel genre de personne elle est. Annette sait que la femme ne se soucie pas vraiment d'elle. Elle est fatiguée des conversations aléatoires, et dit à la femme d'exprimer son opinion. En fait, Annette est ici parce qu'elle a découvert que Henner avait refusé de divorcer, et elle détestait vraiment notre héroïne, et à chaque fois qu'elle se souvenait de ce que le père et la fille avaient fait, elle se sentait dégoûtée, et elle croyait qu'Annette ne méritait pas d'être aux côtés de Henner. Aujourd'hui,
Elle veut forcer la fille à divorcer. Notre héroïne n'est pas intéressée. Elle conseille à Annette de parler à son mari à la place. Elle est gentille, mais la femme commence à la menacer. Elle promet d'utiliser tout son pouvoir pour s'assurer que Henner divorce de notre fille. Annette est dégoûtée par le comportement de la femme. Et elle s'avère que la réputation de notre héroïne est si mauvaise parce qu'Annette l'a incriminée. Et la fille a pensé que c'était injuste au début. Pourquoi blâmer toujours tout? Même si elle était innocente, la femme essaie de se défendre. Elle sait qu'elle n'est pas innocente, mais la femme a délibérément aggravé les choses. Pourtant, la fille ne la blâme pas. Cela fait 3 ans qu'elle a accepté son destin. Maintenant, elle respecte même leur cause. Elle dit à Annette qu'elle n'a aucun contrôle sur le divorce. Mais elle est sûre que leur mariage finira bientôt. Annette lit des documents quand elle est domestique. Il semble que notre fille est un visiteur nommé Ansgar. Et la fille est surprise d'entendre ce nom, surtout quand elle voit l'homme. Il a l'air vraiment beau. Et la famille Stété était proche des Rosenberg. Ansgar était le 2e fils de la famille. Annette est vraiment belle. Ils avaient grandi ensemble et plus tard, l'homme lui avait proposé de l'épouser, mais elle a refusé. Le garçon a été déçu et s'est rendu à l'étranger pour étudier. Les 2 amis ont perdu le contact après cela. Pendant la Révolution, sa famille a également été détruite, mais Ansgar a réussi à s'échapper depuis qu'il était à l'étranger. Maintenant il l'embrasse. Il semble inquiet quand il remarque à quel point elle est mince, mais elle est toujours la plus belle femme à ses yeux. Il lui a envoyé de nombreuses lettres, mais n'a jamais reçu de réponse. Il était inquiet et a décidé de lui rendre visite. Elle se demande secrètement pourquoi cet homme est ici. En ce moment même, les gens détestent les nobles, et elle est devenue la cible numéro 1. L'homme semble surpris quand elle dit qu'elle n'a jamais reçu ces lettres. Il s'est assuré de les envoyer à la maison de Henner. Annette prétend qu'elle pourrait avoir été perdue, mais elle est sûre que son mari ennuyeux les a prises. Elle demande s'il est retourné à Padania, et l'homme dit qu'il n'est ici que pour une courte visite. En fait, il est venu la voir et lui a dit qu'il est maintenant ambassadeur pour la France. Après la Révolution, les nobles restants ont fui dans le pays. Annette est impressionnée et loue l'homme, mais Ansgar n'est pas heureux. Si tout n'avait pas changé, il aurait eu une vie meilleure. Ces paroles ont bouleversé la fille. Elle est surprise quand il dit qu'il s'est marié et divorcé l'année dernière. Il explique qu'il l'a fait juste pour obtenir la citoyenneté. Il lui explique finalement pourquoi il est venu ici. Il sait à quel point sa vie à Padania a été difficile. Les médias la présentent comme la méchante, et même son propre mari refuse de l'aider. Il pense qu'elle devrait quitter ce mariage. Annette ne s'attendait pas à ce qu'il dise cela. Et la servante est toujours là. Et elle sait que tout sera rapporté à Henner. Mais elle ne se soucie plus. Elle dit à Ansgar qu'elle veut aussi divorcer, mais les choses sont très pénibles. L'homme ne comprend pas et pense que c'est parce qu'elle n'a nulle part où aller. Eh bien, il ne se trompe pas. Annette se demande si cet homme est ici pour se moquer d'elle. Elle se trompe parce qu'il est ici pour la sauver. Il veut qu'elle vienne avec lui en France. Annette est choquée. L'homme explique qu'il a encore des sentiments pour elle. Si elle l'épouse, elle peut devenir citoyenne française. Tout ce qu'elle a à faire est d'accepter son offre et il la rendra heureuse. Tout aurait été bien s'il n'avait jamais prononcé ces derniers mots. Elle dit à Ansgar que son mari ne la laissera pas partir. L'homme ne le comprend pas et lui suggère de divorcer. Alors Henner sera un étranger pour elle. Il lui rappelle que sa situation est mauvaise. Pour le moment, il est son seul espoir. La fille est confuse et demande plus de temps pour réfléchir. Tout est juste trop soudain. L'homme est gêné. Il avait prévu ce moment depuis si longtemps qu'il s'est excité. Il s'excuse et accepte de lui donner du temps pour réfléchir. Il lui remet sa carte de visite et même l'adresse de son hôtel. Il dit qu'elle peut le visiter à tout moment. Annette est surprise. L'homme lui a rappelé de le contacter et Annette est d'accord. Dès qu'il est parti, elle commence à réfléchir. Elle se demande pourquoi il est venu la chercher. Elle pense aux nobles abandonnés et soudain se souvient que son père était le neveu du roi. Après la Révolution, toutes les familles qui soutenaient la monarchie ont été détruites. Henner était le commandant en chef et s'est assuré que la paix soit rétablie en Padania. Tout le peuple l'a loué et l'a appelé son héros. Il a pris la Padania. Donc, si les nobles abandonnés veulent se défendre, ils ont besoin d'une aide extérieure. Annette comprend maintenant. Si elle accepte la proposition d'Ansgar, elle devra l'aider ainsi que les autres nobles. Mais c'est ce dont elle a besoin en ce moment, c'est la seule façon d'échapper à Henner. Ce soir-là, le couple dîne, mais Annette refuse de manger. Henner continue de la surveiller, et il semble contrarié.
Il a entendu parler de sa rencontre avec Ansgar et exige de savoir de quoi ils ont parlé. L'appétit de notre pauvre fille est ruiné. Elle est sûre que la servante lui a déjà tout dit, mais il insiste pour qu'elle lui le dise elle-même. Ansgar dit qu'elle veut divorcer de lui. L'homme veut la ramener à Franche. Notre homme principal est jaloux. Il pense qu'elle demande le divorce parce qu'elle veut épouser Ansgar. Annette l'appelle ridicule. C'est la première fois qu'elle rencontre un homme depuis des années, mais son mari refuse. Il pense qu'elle a peut-être parlé à Ansgar en secret. Ses paroles lui rappellent les lettres, et elle lui en demande. Henner est tellement nerveux que ses mains commencent à trembler. Il refuse de répondre à sa question et dit qu'elle n'échappera jamais à cet endroit. Annette est frustrée. Ansgar pourrait la rendre heureuse, mais Henner ne la laissera jamais partir. Elle pense que l'homme essaie de la punir en utilisant ce mariage. Mais la fille n'a aucun projet de partir. Dans le passé, elle aurait accepté avec joie la suggestion des Ansgar, mais maintenant elle a changé. Elle sait que les nobles ne la voient que comme un outil. Ils ont besoin de son sang royal, mais notre fille n'est plus un pion. Elle s'inquiète aussi du comportement étrange de Henner. Tous ses amis veulent qu'il divorce d'elle. Elle aussi veut partir, et pourtant l'homme refuse. Qu'est-ce qu'il a prévu? Le lendemain, notre héroïne fait un sac et décide de partir en voyage. Bien sûr, elle ment aux gardes et leur dit qu'elle va à l'église. Pourtant, ils refusent de la laisser partir. Elle doit prendre un gardien ou demander la permission de Henner. La fille dit qu'elle ne veut pas le déranger. Le gardien essaie de lui parler, mais elle lui crie dessus. Il a peur et la laisse partir. Eh bien, nous voyons pourquoi le gardien était inquiet. Au lieu de se diriger vers l'église, notre fille prend. Le voyage commence et Annette rencontre une vieille dame qui raconte des histoires. Elle soupire tellement qu'elle s'inquiète et demande ce qui ne va pas. Notre fille dit qu'elle va bien et explique qu'elle va à la plage. La femme est curieuse et se demande où est son partenaire. Notre héroïne révèle qu'elle est mariée, mais son mari est un salaud. Elle prévoit de divorcer de lui très bientôt. La vieille dame ne pense pas que c'est une grosse affaire. Quand Annette dit qu'elle n'a pas d'enfant, la femme l'encourage. Il est normal que les gens se divorcent de nos jours, et notre fille est encore jeune. La vieille dame aime vraiment raconter des histoires. Cette fois-ci, elle demande pourquoi Annette est âgée. Notre héroïne dit à la dame que sa relation avec son mari et tous ses amis la détestent. Même si sa vie finissait, il ne se soucierait pas. Elle est fatiguée d'une telle vie. La dame sympathise avec elle mais lui dit de ne pas s'inquiéter. Notre fille sait qu'elle a raison. Elle ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde l'aime, mais elle est fatiguée que tout le monde la déteste. Tout est familier et la rend heureuse. Elle n'est pas venue ici depuis longtemps. Après son mariage, elle était enfermée dans le manoir. Elle admire l'endroit et voit soudain un homme peint. Elle devient curieuse et décide d'aller chez elle. Elle veut acheter une peinture, mais l'homme refuse. Au lieu de cela, il veut la dessiner. Notre héroïne est nerveuse. Elle se demande si elle ne l'est pas. Elle devrait enlever son chapeau, mais elle a peur que les gens ne la reconnaissent. L'homme remarque ses difficultés et lui dit de la laisser tomber. Mais notre fille décide d'être courageuse et le retire. L'homme n'a aucune réaction. Elle ne sait pas s'il ne la reconnaît vraiment pas ou s'il fait semblant, mais cela la rend heureuse. L'homme commence à dessiner, mais il y a un énorme problème. Son client ne sait pas sourire. Annette essaie de sourire, mais elle a l'air très étrange. L'homme est frustré et lui montre son apparence. Son visage est vraiment drôle et elle rit. Le sourire de notre fille est si beau. L'homme lui dit de continuer à sourire pendant qu'il dessine. Le tableau est terminé et Annette a l'air magnifique, mais elle refuse de l'accepter et dit qu'elle va en acheter un autre. L'homme lui montre un autre tableau et lui propose même de réduire le prix. Notre fille s'amuse tellement, mais le diable lui-même arrive. Henner est ici. Annette laisse son sac et ses chaussures sur le sable alors qu'elle joue dans la mer. Elle semble s'amuser et ramasser des coquillages. Soudain, la fille s'arrête de bouger et regarde l'océan. Le moment suivant, elle se précipite profondément dans l'eau. Heureusement, elle s'est arrêtée avant d'aller trop loin. Quelqu'un la saisit et la tire en arrière. Il y a quelques heures, notre héroïne pensait qu'elle s'était échappée, mais dès qu'elle était partie, les gardes ont informé Henner. Il la poursuit et ordonne que tous les points de contrôle soient fermés et fouillés. Si elle tente de s'échapper, il va la trouver. Et ainsi, l'homme commence son nouveau travail de stalking de sa femme. Il continue à la surveiller, mais elle a l'air si calme. Il ne semble pas qu'elle tente de s'échapper. Il se demande pourquoi elle a quitté le manoir et soudain, il a une pensée terrifiante. Il veut la ramener au manoir, mais finalement il décide de la suivre. Il monte dans le même train et n'est pas surpris qu'elle soit en 3e classe. Après tout, elle n'a pas d'argent.
Il entend sa conversation avec la vieille dame. Il n'a pas honte quand Annette dit que son mari et ses amis ne l'aiment pas. Il pense même qu'elle a raison. Même si sa vie finissait, il ne se souciait pas. Et pourtant, l'idée de la mort de sa femme le met en colère. La vieille dame encourage la fille à se concentrer sur ses proches. Maintenant, Henner a vraiment envie de rire. La fille n'a plus de famille. Même s'il ne s'aime pas, il la gardera piégée à ses côtés pour toujours. Il la regarde jouer joyeusement, il pense aussi qu'il se comporte comme un fou, il est sur le point de partir quand il voit la fille sourire, Henner est stupéfait par sa beauté. Il ne se souvient pas de la dernière fois que sa femme a souri. À l'époque, ses moments les plus heureux semblaient être passés avec lui. L'homme est en colère parce qu'il ne cesse de penser au passé. Son plan est de saisir Annette et de la ramener immédiatement à la maison. Il essaie de se convaincre qu'il déteste la voir heureuse. Il pense qu'elle ne devrait pas avoir une minute de liberté ou de bonheur. Si elle essaie de s'échapper à nouveau, il va la faire enfermer. L'homme continue à dire qu'il va faire ceci et cela, mais en la regardant sourire, il ne peut même pas faire un pas. Retour au présent. Henner tire Annette de la mer. La femme n'est pas surprise de le voir. Elle pensait même qu'il arriverait plus tôt. L'homme est énervé par son comportement et lui ordonne de faire ses valises. Cependant, notre héroïne ne porte pas ses chaussures et finit par se blesser les pieds. L'homme est frustré, mais la porte toujours comme une princesse. Sauf qu'Annette ne le veut pas. Elle continue à lui dire de la poser et insiste pour qu'elle la porte. L'homme l'ignore et se dirige vers un hôtel. Il prépare une chambre et l'emmène à la salle de bain. Il s'en va, et Annette remarque enfin à quel point sa plaie est profonde. Après s'être lavée, elle voit l'homme l'attendre dans la chambre. Il la force à s'asseoir pendant qu'il traite ses blessures. Notre fille est gênée. Les nobles de Padania ne sont pas censés montrer leurs pieds à personne. Nous pourrions penser que c'est normal puisqu'Henner est son mari, mais ils ne se sont jamais vus déshabillés auparavant. Son visage est si rouge. Henner remarque. Maintenant qu'il a fini de la traiter, il commence à l'interroger. Il veut savoir ce qu'elle pensait. Qu'est-ce qui est si important dans cet endroit? Pourquoi a-t-elle menti à sa servante juste pour venir ici? Pire encore, pourquoi est-elle allée nager dans la mer la nuit? Annette ment et dit qu'elle voulait juste voir l'océan, mais l'homme ne l'a croit pas à ce point. Au début, il pensait qu'elle rencontrait secrètement Ansgar, mais son comportement à la plage était tout simplement trop étrange. Et la fille se sent coupable et détourne les yeux. Elle affirme qu'elle essayait juste de mouiller ses pieds. Il connaît Annette depuis longtemps et elle a peur de beaucoup de choses, même des choses simples comme des endroits sombres ou la peur de l'eau. Il déteste à quel point elle est sans souci. Elle est sortie seule et n'a pas peur que quelque chose puisse lui arriver. Elle a laissé son sac sur la plage et ne pensait pas que quelqu'un pourrait le voler. Il y avait beaucoup d'endroits pour garder ses affaires, mais elle a choisi d'être négligente. La fille n'est pas dérangée et cela le met en colère. Il déteste sa façon de se comporter quand des choses comme celle-ci se produisent. Le monde a changé, mais elle choisit de rester la même. Elle est toujours cette noble dégoûtante. Il la trouve vraiment ennuyeuse. Les paroles de Henner sont très douloureuses. Annette se demande depuis combien de temps il la déteste. Peut-être qu'il l'a détestée dès leur première rencontre. En y réfléchissant maintenant, l'homme a dû penser qu'elle était très stupide. Henner est choqué d'entendre cela, mais Annette sourit. Elle a dû être une blague pour lui. La femme qu'il détestait et qu'il faisait semblant d'aimer était vraiment tombée amoureuse de lui. Elle a même avoué ses sentiments. L'homme a dû penser qu'elle n'était qu'un clown. Elle se souvient de ce qu'elle avait dit il y a 3 ans, même si le royaume était tombé et que ses parents étaient morts, elle n'avait jamais cessé de l'aimer. Il ne sait pas combien de temps Annette a attendu. Elle a toujours cru qu'il l'aimerait à nouveau. Chaque fois qu'elle était brisée, elle se remettait et continuait à attendre. Mais la fille est fatiguée. Combien de temps doit-elle endurer? Henner semble désespéré lorsqu'il lui demande si elle l'aime toujours. Mais notre héroïne ne le sait vraiment pas. Cela n'a plus d'importance. Son amour a toujours été inutile pour lui, donc rien ne changera. Elle fait un vœu. Tout se terminera ici. Notre fille a fini de se baigner, mais quand elle sort, elle voit les bagages de Henner. Elle est horrifiée et se demande si l'homme est resté dans sa chambre. Son mari est suspect et pense qu'elle essaie de s'échapper. Il se précipite même pour verrouiller la porte. Il l'avertit de ne pas penser à partir. Si elle tente de s'échapper, elle sera prise et ramassée. Annette est forcée d'aller au lit. Elle doit vraiment admirer Henner. Même s'il s'est précipité ici, il a toujours apporté ses documents. La fille est confuse par le comportement de l'homme. Pourquoi est-il venu la trouver et pourquoi était-il si en colère? Elle est convaincue qu'il veut juste la piéger à ses côtés pour toujours. Elle ne peut vraiment pas le comprendre. Henner a terminé son travail et s'approche du lit.
Mais dès qu'il s'approche, Annette s'assoit. Il lui demande pourquoi elle est encore éveillée. La fille dit qu'elle ne peut pas dormir. Elle décide de prendre ses médicaments, mais l'homme l'arrête. La jeune fille est en colère et dit que ce n'est pas sa faute. L'homme lui crie de s'arrêter. Il a peur qu'elle devienne dépendante. Notre héroïne a été réprimandée et s'assoit seule au lit. L'homme continue à la traiter comme si elle était ennuyeuse. Elle se souvient d'un moment où il se souciait d'elle. Chaque fois qu'ils se disputaient, il s'excusait d'abord auprès d'elle. Il l'embrassait étroitement et l'embrassait. C'est seulement maintenant qu'elle réalise qu'il faisait semblant de l'aimer. La fille sait que ses actions passées sont inutiles, mais elle ne cesse de penser à cela. Elle est interrompue quand l'homme apparaît et lui offre une tasse de thé. Il prétend que cela l'aidera à dormir. Maintenant, notre fille est de nouveau confuse. Henner insiste pour fouiller son SAC. Elle est alarmée quand il voit qu'il est plein de drogue. Elle lui pose des questions à leur sujet et elle dit qu'ils sont pour le mal de tête et la digestion. Elle lui dit que le médecin pense qu'elle est trop sensible. Henner est énervé mais ne dit rien. Il continue à fouiller dans son sac et trouve la carte que Ansgar lui a donnée. L'homme est jaloux et le cache rapidement dans son manteau. Annette ne sait pas ce qu'il fait. Elle se demande s'il y a des fêtes de restauration à Franche, mais Henner se met en colère. Il pense qu'elle demande parce qu'elle veut s'enfuir avec Ansgar et en rejoindre. Notre fille est vraiment innocente. Elle explique qu'elle ne pense pas à cela. Elle lui dit qu'elle n'a rien à cacher et promet de ne pas partir avec Ansgar. Henner ne se soucie pas et lui dit qu'il n'est pas impressionné. La fille lui rappelle son vœu de faire un monde meilleur. En fait, elle ne comprend pas. Les gens disent que le monde est devenu un meilleur endroit, mais pour elle, c'est une prison cruelle. L'homme pense qu'elle a pitié de lui et se fâche. Il lui crie, mais se sent immédiatement coupable. Il lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il va bien. La fille a l'air triste. Elle dit qu'elle ne suivra pas Ansgar et ne se soucie pas s'il la croit. Elle refuse de boire le thé et décide d'aller se coucher. Notre héroïne dort enfin, mais maintenant c'est au tour de Henner de rester éveillé. Il la surveille. Annette dort et n'a aucune idée qu'un grand pervers la surveille. Henner essaie de la toucher mais s'arrête. Il se demande ce qui ne va pas avec lui. Pourquoi n'a-t-il pas simplement réservé une autre chambre? Il se souvient de la façon dont la fille s'est précipitée dans la mer et se force à cesser de penser à elle. Notre homme principal ne peut pas dormir et décide de devenir un détective. Elle s'enfonce dans les vêtements d'Annette et fouille les poches. Elle avait remarqué qu'elle prenait quelque chose, mais il ne trouve que des coquillages. Il est énervé et se demande pourquoi elle ramasse ses ordures. Il les jette dans la poubelle. L'homme est frustré et décide de sortir fumer. Il se sent immédiatement beaucoup mieux. Il a dû arrêter de fumer après avoir rencontré Annette. S'il voulait fumer, il devait se cacher dans un coin. Il l'a fait juste pour la tromper. Mais maintenant que l'acte est terminé, il peut arrêter de faire semblant. Pourtant, il se sent encore frustré, peu importe à quel point il essaie de la faire tomber et de la ruiner, sa présence l'affecte toujours, il sait qu'elle contrôle toujours son côté vulnérable et cela le rend vraiment misérable. L'homme retourne dans la chambre et voit ses coquilles à nouveau. Il se souvient que la fille a dit que son cœur est inutile. Mais Henner sait que ce n'est pas le cas. Il sait ce qu'elle ressent. Elle doit être dans le désespoir et la douleur parce qu'il ne l'aime pas. Il avait déjà ressenti la même douleur et sait qu'il aura toujours besoin de cette femme. Quelques jours se sont écoulés et notre couple est revenu à la maison. Annette regarde la liste des dons de Padania et prend une décision. Le chauffeur propose de l'emmener dans un magasin de bijoux, mais le magasin est caché dans une ruelle. Pour y arriver, ils devront marcher. Notre héroïne est d'accord, mais elle va souhaiter ne pas le faire. Annette arrive au magasin et montre à l'homme les bijoux qu'elle veut vendre. Henner savait que la fille aimait les jolies choses, et chaque fois qu'ils allaient à un rendez-vous, il lui préparait un cadeau. Elle était toujours surprise par ses dons et le réprimandait même, car sa chambre était remplie de sa présence, et l'homme disait toujours que son plan était de lui donner toutes les belles choses qu'elle aimait. Mais après la Révolution, tous les biens de sa famille ont été confisqués, même ses biens personnels ont été enlevés, tout ce qu'elle a laissé, ce sont ses bijoux, et elle est prête à se débarrasser d'eux. Le propriétaire du magasin calcule le prix. Annette est sur le point de partir, mais elle décide de vendre aussi sa bague de mariage. L'homme l'examine, et quand il dit le prix, notre héroïne est choquée. C'est si cher que même le propriétaire du magasin refuse de l'accepter. L'argent des autres articles qu'elle a vendus est suffisant pour nourrir une personne pendant plusieurs années, et pourtant l'anneau coûte 3 fois plus cher. Henner a dû penser que seule une bague coûteuse la satisferait. Après tout,
C'était une femme stupide et vaine qui ne savait rien du monde. Tout ce qui l'intéressait, c'était de profiter de tout ce qu'elle voulait. Sur le chemin, elle voit un homme étrange la regardant. Notre héroïne ne le sait pas, mais l'homme tire un fusil. Elle sent que quelque chose ne va pas parce que le garçon ne cesse de la regarder. Ses yeux ont l'air vraiment effrayants. Soudain, l'homme tire son fusil et la tire. Annette est dans le choc et ne bouge pas. Son garde du corps apparaît et la protège. Mais il est trop tard. Notre héroïne a été abattue. La fille est en train de saigner, mais même à ce moment-là, elle pense à Annette. On dit qu'il a été abattu 3 fois. Elle se demande s'il a aussi souffert de cette douleur. Elle a l'impression que son corps est déchiré. Elle se souvient des yeux du garçon. Ils étaient pleins de haine. Notre héroïne souffre tellement. Elle souhaite que le garçon lui tire une balle dans la tête. Henner travaille quand il reçoit l'appel qui change tout. Annette a été fusillée et est désormais inconsciente. Et la personne dit qu'elle est à l'hôpital Luther. Notre chef masculin abandonne son travail et se précipite hors du bureau. Et elle a l'air d'être sur le point de pleurer. À l'intérieur de la voiture, il continue à fumer et tente de se calmer, mais tout ce qu'il voit, c'est le beau visage d'Annette. L'homme arrive à l'hôpital, inquiet. L'infirmière le conduit à la chambre d'Annette. Il ouvre la porte et voit qu'elle est encore inconsciente. Son médecin arrive et parle à Henner de son état. Et elle dit que la blessure par balle n'était pas grave et que sa blessure va bientôt guérir. Mais il a de terribles nouvelles pour l'homme. Il s'avère que notre héroïne était enceinte. Le bébé était encore dans les premiers stades, mais à cause de cet incident, elle a fait une fausse couche. Henner est en état de choc. Il continue à trembler et demande au médecin de le répéter. Il ne peut toujours pas croire qu'Annette était enceinte. Le docteur a plus d'horribles nouvelles pour lui. Le corps de notre héroïne a toujours été faible. Et si ce bébé était né, c'était son seul enfant. Mais à cause de cet incident, le bébé est parti. Maintenant, notre fille n'aura plus jamais d'enfant. Henner a du mal. Il se souvient de la dernière fois qu'il a couché avec Annette. Elle a toujours voulu être intime avec lui. Il s'est moqué d'elle à chaque fois, pensant qu'elle était délirante. Elle a probablement pensé qu'avoir un enfant les rapprocherait. Mais pendant leurs 4 années de mariage, elle n'est jamais tombée enceinte. Le médecin a dit que son corps était trop faible. Henner pensait qu'elle était stérile et ne s'attendait jamais à ce qu'elle tombe enceinte. Le médecin dit qu'Annette se réveillera bientôt. Henner supplie l'homme de cacher l'information au public. Il se souvient que sa femme a été malade ces derniers temps. Le médecin dit que cela pourrait être lié à la grossesse. Annette s'est plainte de maux de tête et d'insomnie, alors ils ont tous pensé qu'elle était malade. Pendant ce temps, la fille venait d'être enceinte. Henner est furieux. Maintenant, il se demande si les médicaments qu'elle a pris ont affecté le bébé. Le médecin accepte de changer ses médicaments et laisse le couple dans la pièce. Elle pense que les rumeurs sont vraies. Le roi est vraiment effrayant. L'homme est également confus. Les rumeurs disent que la relation du couple est mauvaise, mais cela ne semble pas être vrai. Un rapide flashback à il y a 3 mois. Une fois de plus, Annette rend visite à Henner et veut avoir des relations intimes avec lui. Elle a honte parce qu'elle est toujours celle qui demande. Elle a peur que l'homme ne la rejette. Et s'il ne l'aime pas? Il pourrait refuser de la tenir et même la chasser de la pièce. Elle espère qu'il ne la mettra pas dehors parce qu'elle a besoin de sentir son toucher. Et bien, l'homme accepte et ils passent la nuit ensemble. Mais quand c'est fini, il la laisse encore une fois pour se noyer dans sa misère. Annette se réveille et se retrouve dans un endroit étrange. Pire encore, elle a mal à l'estomac. Soudain, elle remarque Henner debout à côté d'elle. Quand elle voit son visage, elle est stupéfaite. L'homme semble terrifié. Le médecin arrive et notre héroïne reçoit la mauvaise nouvelle. La fille est en état de choc. Elle était convaincue quel était le problème. Elle pensait qu'elle exagérait, mais n'a jamais su qu'elle était enfin enceinte. Et maintenant son bébé est parti. Henner s'approche et dit qu'il a caché la nouvelle, promet de tout gérer lui-même et la supplie de ne pas s'inquiéter, lui dit que le coupable a été arrêté. Ils ne savent pas pourquoi le garçon l'a attaqué, mais il a été arrêté. Le public n'est pas censé posséder des armes à feu. Puisque le garçon a blessé une femme enceinte, il sera accusé de meurtre. Mais notre fille n'est pas préoccupée par cela. Henner dit que le bébé avait 11 semaines et que notre héroïne a le cœur brisé. Elle est vraiment tombée enceinte ce soir-là. La voyant dans tant de douleur, notre homme principal essaie de la réjouir. Mais il fait la pire suggestion et dit qu'elle peut simplement adopter un enfant. Annette pense qu'elle l'a peut-être mal entendu, mais l'homme se répète à nouveau. Il veut qu'elle adopte un enfant. Notre fille refuse. Elle se demande pourquoi Henner a abordé ce sujet alors qu'il n'a jamais voulu d'enfant avec elle. Elle pense même qu'il est préférable que leur bébé soit parti. L'homme est horrifié par ces paroles et lui demande d'expliquer. La raison de la fille est simple. L'enfant aurait été malheureux.
Il manquerait d'amour et sera toujours maudit par sa mauvaise réputation. L'enfant pourrait même être malade à cause de toutes les drogues qu'elle a prises. Elle pense que Henner est censé être heureux, mais l'homme semble très contrarié. Il lui dit que ce n'est pas ce qu'il voulait, il n'aime pas avoir des enfants, il n'y a jamais pensé, il répète ce que le médecin lui a dit, il sera difficile pour Annette de tomber enceinte à nouveau. Pendant les 4 prochaines années, ils n'auront jamais d'enfant. La fille ne semble pas dérangée et pense même que l'homme devrait être heureux. Avoir un enfant avec elle pourrait ruiner sa réputation. Henner sait qu'elle a raison. Annette est la femme qu'il déteste le plus, donc il n'aimerait jamais son enfant. L'avortement est une bénédiction pour lui et pour tous ses partisans. Alors pourquoi s'inquiète-t-il encore pour cette femme? La jeune fille est fatiguée et lui dit de partir, mais une fois qu'il sort, elle commence à pleurer. Elle ne sait pas si elle est égoïste ou seule, mais elle espérait vraiment avoir un enfant. Elle sait que le bébé aurait souffert s'il était né. Tout simplement parce que c'est son enfant, le monde le détesterait. Elle pense qu'il est préférable que le bébé disparaisse. Mais pourquoi elle se sent toujours vide? Notre héroïne se sent mieux et sort bientôt de l'hôpital. Henner continue à lui poser des questions sur les médicaments qu'elle a pris. Le médecin révèle qu'ils sont nocifs pour une femme enceinte. Elle est surpris que son ancien médecin lui ait donné ces médicaments sans vérifier si elle était enceinte. Annette pense à ce méchant médecin. Le docteur dit qu'il lui donnera un autre médicament, mais la fille ne se soucie pas. Elle est déjà habituée à prendre des drogues. Henner la ramène dans sa chambre. Il est furieux et lui dit de changer de médecin. L'homme est bouleversé que le médecin n'ait jamais remarqué sa grossesse. Il continue à en parler, ce qui frustre la fille. Elle lui crie, se demandant pourquoi il prétend se soucier. Elle dit qu'il peut changer de médecin s'il le veut. Après tout, il est habitué à contrôler sa vie. Henner essaie de s'excuser, mais il fait croire que ce n'est pas son problème. La fille est vraiment fatiguée. En ce moment, elle n'a aucun sentiment pour cet homme. Son amour pour lui a été un gaspillage. Elle insiste pour quitter l'hôpital bientôt. L'homme refuse, disant qu'elle est encore faible. Il suggère qu'elle commence la thérapie, mais Annette rejette son idée. Il ne veut pas la contrarier et accepte. Soudain, notre homme principal semble choqué. Il a remarqué qu'Annette ne portait pas son anneau. Il lui en demande, mais la fille n'est pas préoccupée. Elle dit avec hardiesse qu'elle l'a enlevé et le qualifie d'insensé. Henner porte toujours son anneau et cache rapidement sa main. Il est gêné et sort de la pièce en courant. Notre couple a essayé de garder leur fausse couche secrète, mais la rumeur se répand toujours. Ce soir-là, un groupe de journalistes se sont rassemblés devant la chambre d'Annette. Dans le passé, Henner les regardait faire du mal et faisait semblant de ne pas le remarquer. Elle se demandait si les choses avaient changé maintenant. Henner arrivait. Il avait emballé ses valises, et elles étaient prêtes à partir. Ils sortent et sont entourés par les journalistes. Elle la prévient de ne rien dire, mais c'est vraiment difficile. Les journalistes continuent de l'interroger. Ils font croire que c'est toute sa faute. Notre fille est désespérée jusqu'à ce qu'elle entende un bruit étrange. Quelqu'un semble l'appeler. Elle voit une femme derrière la foule. La dame dit vouloir lui parler et prétend être le frère du suspect. Annette est arrêtée à l'extérieur de l'hôpital par la sœur du suspect. Elle est surprise et se demande pourquoi la femme la cherche. Les journalistes l'entendent et s'excitent. Ils sont curieux de sa visite et lui offrent un entretien. Mais la femme refuse, elle ne veut parler qu'à Annette. Elle essaie de la contacter et décide de lui rendre visite aujourd'hui. Notre héroïne est curieuse, mais Henner la chasse, pousse Annette dans la voiture. La dame n'abandonne pas et dit qu'elle attend la lettre de notre fille. Le couple rentre à la maison. Annette continue de penser à la femme, et pour une raison quelconque, elle semble familière. Elle est sûre de l'avoir vue auparavant mais ne sait pas où. Elle ne sait pas si elle a offensé la dame dans le passé. Elle ne se souvient de rien. Notre fille est désespérée. Elle ne sait plus ce qui est vrai ou faux. Elle pense qu'elle va devenir folle. Henner remarque qu'elle a l'air effrayée et lui en demande. Et la fille admet qu'elle pense toujours à la femme. Elle veut savoir pourquoi la dame la cherche. Henner lui dit de ne pas s'inquiéter. Il croit que la dame veut implorer la vie de son frère. Notre fille est sûre que ce n'est pas la raison. Et la dame mentionne quelques lettres. Et Annette lui en demande. Henner, le voleur de lettres, semble coupable. Il admet que la dame lui a envoyé de nombreuses lettres mais qu'il a refusé de les livrer. Il ne voulait pas la déranger puisqu'elle est une victime. La fille est contrariée par son comportement. L'homme prend toujours des décisions pour elle. Il a également volé les lettres d'Ansgar. Elle refuse de se disputer et dit vouloir rencontrer la dame. L'homme est surpris parce qu'elle arrête de poser des questions sur les lettres. Son comportement confond Annette.
Ils continuent à agir comme s'ils avaient un avenir ensemble, mais elle n'est plus intéressée. Elle lui dit ce qu'elle veut. Puisqu'il a volé ses lettres, il doit trouver un moyen de contacter la femme. L'homme est d'accord mais insiste pour qu'elle aille avec des gars. Quelques jours passent et Annette reçoit enfin un rapport sur la dame. Elle s'appelle Catherine Grotte et elle est mariée depuis 6 mois. Elle vend des fruits sur la Western Road avec son mari. Notre fille lit le rapport mais n'a toujours aucune idée de qui est la femme. Elle ne sait pas pourquoi Catherine s'intéresse à elle. Elle a 2 options. Elle peut contacter la femme ou tout simplement ignorer. Annette regarde par la fenêtre et aperçoit son mari avec son amant. Les deux se promènent, et Ener sourit à la fille alors qu'elle rougit et a l'air timide. Il ressemble vraiment à un couple. Notre héroïne est énervée par cette scène. L'homme a dit qu'il avait rejeté la proposition mais elle ne semble pas. Elle essaie de croire qu'il ne mentait pas. Mais comment peut-elle lui faire confiance? Leur mariage entier n'est qu'un mensonge. En ce moment, elle n'a aucune idée de qui est le vrai Ener. Elle regarde à nouveau à l'extérieur et cette fois-ci l'homme la regarde. Il se détourne rapidement et se tourne vers Annette. Notre héroïne est bouleversée et quitte la pièce. Elle n'a aucune idée que l'homme continue de regarder par la fenêtre. Ener cherche cette figure mais elle est partie. À côté de lui. Annette remarque et semble contrariée. Notre fille a pris sa décision. Elle va voir Catherine. Elle appelle la femme mais elle n'est pas à la maison. Elle laisse un message à la dame. Elle peut visiter leur manoir quand elle veut. Elle a déjà informé les gardes de sa visite. Le mari de la femme promet d'informer sa femme. Annette ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, puisque la femme est apparue devant elle, elle décide de l'écouter, elle veut savoir ce que ressent Catherine et pourquoi elle a besoin de la voir. C'est sa seule chance d'affronter son passé et de se souvenir de tout ce qu'elle avait oublié. Comme il l'avait promis, Ener a changé de médecin. Annette se présente mais ne sait pas quel nom de famille utiliser. Il se sent mal d'utiliser le nom de Ener. L'homme remarque et est de nouveau contrarié. Mila promet de changer le médicament de la fille. Elle a quelque chose d'autre à discuter. Elle veut que Annette commence la thérapie. Notre héroïne rejette son idée. Mila essaie de la convaincre, en disant même que les enfants à l'école en ont eu. Annette n'est pas stupide. Elle sait que quelque chose ne va pas dans son esprit. Parfois, quand elle est trop stressée, elle commence à douter de son existence. Elle oublie qui elle est et tout se sent comme un rêve. Notre fille est convaincue qu'elle va devenir folle. Pourtant, elle ne veut pas que personne le sache. Puisqu'elle est si têtue, Mila n'a pas d'autre choix que d'accepter. Pourtant, elle laisse le document derrière elle. Le médecin s'en va et c'est au tour de Ener de convaincre Annette. Il sait que les nobles évitent la thérapie, mais il ne veut pas que sa femme reste piégée dans son esprit. Il essaie de la convaincre que c'est juste une maladie. Avec le bon traitement, elle sera guérie. Annette ne le croit pas. Après tout, une fois, il a menacé de l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Ener est énervé et l'appelle têtue. Ses paroles bouleversent la fille. Elle demande si tout ce qu'elle fait, y compris demander un divorce, est juste un acte têtu pour lui. Il continue de la traiter comme ses subordonnés. L'homme a le courage de paraître blessé, l'accuse de penser mal de lui, il mérite un mauvais traitement, mais notre fille est vraiment innocente, elle l'a toujours bien traité. L'homme lui dit d'oublier et refuse de parler, lui ordonne de remplir le formulaire et quitte la pièce. Une fois de plus, leur conversation se termine par une bagarre. Annette est vraiment frustrée, elle doit admettre que sa vie semble désespérée. Catherine Grotte est enfin arrivée. Annette insiste pour rencontrer la femme seule et prévient Ener de ne laisser entrer personne. Bien sûr, l'homme refuse, et le couple se dispute à nouveau. Elle commence à s'énerver, alors Ener cède. Les gardes vont fouiller Catherine, mais il est toujours inquiet. Il remet son couteau à Annette pour se défendre. Si notre homme principal pouvait voir l'avenir, il jetterait ce couteau. Mais il ne peut pas, et Annette s'en va avec là. Elle arrive au lieu de réunion et voit Catherine l'attend. Les dames sont vraiment nerveuses et se regardent les unes les autres. Elles essaient de parler mais finissent par parler en même temps. Maintenant, c'est embarrassant. Ils se souviennent enfin qu'il y a des chaises et décident de s'asseoir. Catherine s'inquiète pour la santé d'Annette, et notre fille dit qu'elle est mieux. Elle est surprise quand elle remarque le ventre de Catherine. La femme est enceinte. Nous ne savons pas si Catherine l'avait prévu, mais sa grossesse rappelle à Annette ce qu'elle a perdu. Elle ne veut pas blâmer la femme, mais son frère a tué son bébé. Maintenant, la femme apparaît enceinte et heureuse. Pendant ce temps, personne ne sait même que Annette a perdu son enfant. La pauvre fille est remplie de douleur. Elle veut se débarrasser de ses mauvais sentiments, mais même si elle parle, rien ne changera. Son bébé est parti, Catherine est vraiment surprise, elle pensait qu'Annette serait une femme fière et vaine, notre héroïne se demande pourquoi, et la femme lui rappelle son identité, elle est la seule fille du marquis d'Ittrich. Annette ne reproche pas à Catherine. Dans le passé,
Beaucoup de gens auraient peut-être pensé de cette façon. Elle n'a tout simplement jamais su. Il semble que Catherine soit là pour parler de Fred. Elle demande à Annette ce qu'elle pense de la sienne, et la fille dit qu'elle en a quelques-uns. Catherine dit qu'elle avait un frère aîné et un frère cadet. Comme tous les frères et sœurs, ils se sont disputés à de nombreuses reprises, mais leur relation était bonne. Son frère aîné avait de grands rêves. Il a obtenu un diplôme scolaire et a obtenu un emploi dans une société de trading. Il a travaillé dur, essayant d'impressionner son patron. Il voulait une promotion et a fait tout son possible pour l'obtenir. Mais il a échoué à chaque fois. Le directeur de sa succursale était un noble et il volait toujours ses projets. Le frère de Catherine a continué à endurer jusqu'à ce que le noble ait promu son propre fils. Son frère n'a pas pu supporter la douleur et a décidé de rejoindre l'armée révolutionnaire. Comme son nom l'indique, les gens voulaient tous changer, ils n'avaient pas de talents spéciaux ni de grandes idées, ils étaient juste des gens ordinaires fatigués de souffrir. Annette peut dire que ce qui va se passer ensuite n'est pas agréable. Elle se couvre les oreilles et refuse d'écouter. Elle veut juste s'enfuir. Mais il n'y a pas d'échappatoire pour elle. Catherine poursuit son histoire. Elle dit à Annette qu'elle ne s'est pas impliquée. Elle savait ce que faisait son frère, mais il n'avait pas de position spéciale dans l'armée. Il était juste au fond. Tout allait bien. Jusqu'à ce que la recherche de l'armée révolutionnaire ait commencé. Beaucoup de gens ont été capturés et le frère de Catherine était l'un d'entre eux. Ils l'ont accusé de planifier une guerre civile et ont prétendu qu'il était un espion pour le royaume ennemi. Notre pauvre fille se demande si elle a vraiment besoin d'entendre cette histoire. Eh bien, elle doit le faire parce que le chef de cette enquête était son père, qui a torturé le frère de Catherine. Au lieu d'enquêter, il a immédiatement condamné l'homme à mort. Il semblait se précipiter quelque part, comme si quelque chose d'important s'était produit. Eh bien, c'était important pour lui. Le marquis se précipitait à la maison pour assister au concert de piano de sa fille. Notre héroïne est enfin confrontée au passé qu'elle voulait oublier. Elle se souvient de ce jour-là. Le manoir était bondé de gens et tout le monde la louait. Elle brillait, se noyait dans l'amour de tout le monde. Et sa mère avait voulu capturer ce beau moment sur une photo. Son père semblait discuter de quelque chose avec son assistant, et comme il ne cessait de le presser, il ordonna à l'homme de se débarrasser de tout le monde, tout cela parce qu'il ne voulait pas manquer une photo avec sa fille. Elle n'avait aucune idée que son bonheur était basé sur la douleur des autres. Annette n'était pas une fille sans cœur. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais quand elle a demandé à son père, il lui a menti. Il a dit que quelqu'un faisait une scène à la porte parce qu'il ne pouvait pas accepter le procès. Il a fait paraître que la personne avait commis un crime et refuse maintenant la punition. Notre héroïne a été trompée et a décidé de l'oublier. Elle est rentrée à la maison, fatiguée et excitée. Elle ne pouvait pas dormir et s'est dirigée vers le balcon. Elle pensait encore à son concert quand elle a entendu un bruit fort. Elle a vu une jeune fille se battre à la porte. Des gardes ont essayé de la faire sortir, et à ce moment-là, les yeux des deux dames se sont rencontrés, le visage de la jeune fille était plein de douleur et elle continuait à pleurer. Notre héroïne a été choquée par cette scène, ce moment était trop effrayant. Elle avait l'impression d'être forcée de voir la souffrance de la jeune fille. Elle était tellement distraite qu'elle n'a pas remarqué l'homme qui se cachait jusqu'à ce qu'il la saisisse. Il s'est excusé et a dit qu'il avait appelé son nom. Il voulait voir ce qu'elle regardait. Annette pensait vraiment que la fille avait désobéi au procès. Notre fille se souvient maintenant du passé. Catherine dit que son frère aîné a été exécuté le lendemain matin. Elle n'a même pas pu faire appel. Notre héroïne est en état de choc et tremble constamment. Elle n'accuse pas Catherine quand elle dit vouloir que la famille royale s'effondre. Elle réalise enfin que la jeune fille était elle. Mais Catherine attendait le jour où la famille royale s'excuserait et recevrait sa punition. Eh bien, elle n'a pas eu à attendre longtemps. Le lendemain, la mort du marquis a été annoncée. L'armée révolutionnaire a envahi sa maison et l'a tiré dessus. Mais la mort de l'homme était trop simple. Catherine n'a jamais reçu ses excuses. La femme n'est pas ici pour supplier la vie de son frère cadet. Elle sait qu'il a fait quelque chose de terrible et mérite d'être puni. La seule raison pour laquelle elle est venue ici est de rappeler à Annette le passé. Elle veut que la fille sache comment son frère aîné est mort. Pourtant, elle ne blâme pas notre héroïne. Après tout, elle n'a jamais su ce qui s'est passé. Elle dit à la fille de ne pas se sentir coupable. Annette est dans le choc et ne répond pas. Catherine s'excuse pour le comportement de son frère. Elle prie pour la sécurité de la fille et se retourne pour partir. Les voix dans la tête d'Annette veulent qu'elle s'enfuit, mais elle sait que c'est sa seule chance de se repentir. Catherine entend un bruit et s'arrête. Elle voit Annette s'excuser auprès d'elle. La fille pleure et continue à dire qu'elle est désolée. La femme est soulagée parce qu'elle reçoit enfin ses excuses. Annette est désespérée et se reproche à elle-même. Elle n'a jamais essayé de comprendre quoi que ce soit. Elle a vécu dans son monde parfait et n'a jamais su ce que souffraient les autres.
Seulement maintenant elle comprend qu'ils sont tous les mêmes. Elle est peut-être noble, mais elle n'est pas différente des gens ordinaires. Elle a rencontré Catherine parce qu'elle voulait faire face à son passé et se juger elle-même. Maintenant, elle comprend enfin la vérité. Elle ne peut pas changer le passé. Henner est choqué quand Annette lui remet une pétition. Elle veut que David Buckle soit libéré. L'homme ne comprend pas pourquoi elle veut pardonner à son agresseur. Il croit que Catherine doit l'avoir brainwashé. Annette lui dit qu'elle peut prendre ses propres décisions. L'homme est contrarié. Il se demande si elle essaie de devenir une sainte. Annette est amusée et elle rit. Elle dit qu'elle ne peut jamais en être une. Elle vient de décider de le faire. Henner est stupéfait de voir sa femme sourire à nouveau. Il le mentionne, et la fille devient timide. Maintenant, les choses sont gênantes. Les deux se regardent jusqu'à ce qu'Annette s'excuse soudainement. Elle lui dit de lui pardonner tout, même les choses dont elle ne savait jamais. Elle sait qu'il la déteste à cause de son père, mais ce n'est pas la seule raison. Elle s'excuse pour les raisons qu'elle ne connaît pas. L'homme est amusé et lui dit de ne pas s'excuser. Annette est assise seule dans sa salle de bain en pensant à sa vie. Même si elle insiste sur son innocence, personne ne la croira. Parce qu'elle est née dans la mauvaise famille, tout le monde croit qu'elle est coupable. La fille sait qu'elle ne peut pas continuer à payer le prix du péché de sa famille. Elle a pris une décision. Nous voyons notre héroïne couchée dans la baignoire qui semble belle, mais elle semble planifier quelque chose de dangereux. La fille sait que Henner veut se venger d'elle. Il va la piéger dans ce mariage et la voir souffrir. Mais elle ne peut plus le supporter. Elle est fatiguée et brisée, alors elle prend sa décision. Elle prend le couteau que Henner lui a donné. Comme son existence semble causer de la douleur à tout le monde, elle est prête à abandonner cette vie. Dès le moment où Henner lui a donné le couteau, elle avait déjà un plan. Elle va mettre fin à sa vie avec elle. Pour la première fois, la jeune fille regarde en paix. Henner est dans son bureau. Et elle est toujours surpris que Annette ait écrit une lettre de pardon. Et elle essaie de la lire, mais l'écriture est juste trop laide. Il la compare aux lettres précédentes de la jeune fille, et elle a clairement l'air différente. L'homme se distrait et commence à lire ses lettres précédentes. Elle dit que c'est une lettre d'excuse, mais elle le reprend tout le temps. Elle appelle les bijoux qu'il lui a donnés beaux, mais refuse d'être soudoyée par ses cadeaux. Elle dit qu'il a un bon goût pour les bijoux et les femmes. Elle se félicite clairement. Elle exprime son amour pour lui. Chaque fois qu'elle voit une belle robe, elle pense à leur prochaine rencontre. Elle imagine porter la robe pour le voir. C'est une lettre si longue, mais elle arrive enfin à la partie où elle s'excuse. Et même alors, elle le fait avec fierté. Une lettre si mignonne. Même le Henner au cœur froid sourit. Il admet qu'il pense aussi à elle. Il a complètement oublié qu'il est censé la haïr. Ces lettres lui rappellent les jours heureux qu'il a passés avec Annette. Il essaie de le cacher, mais même si leur amour était un mensonge, il était vraiment heureux. Il avait prié pour que l'avenir cruel n'arrive jamais. Notre protagoniste masculin se rend compte soudainement qu'il ne déteste plus la fille. Mais il est trop tard. Henner se souvient soudainement de quelque chose d'important. Annette ne s'est jamais excusée, elle est si fière d'elle qu'elle préfère lui envoyer une lettre plutôt que de lui dire qu'elle s'excuse, et même ces lettres commençaient par une réprimande. L'homme se souvient de toutes les fois où elle a essayé de se faire du mal et commence à paniquer. Il ne veut pas le croire, mais la femme a changé. Quand est-ce qu'elle est devenue cette triste femme et qu'elle a perdu son sourire? Henner voit des servantes et les arrête. Il veut savoir où est sa femme. Ils lui disent qu'elle est fatiguée et décide de se reposer. Pourtant, l'homme se sent mal à l'aise. Il a le sentiment que quelque chose ne va pas. Il se précipite dans sa chambre et l'appelle, mais elle ne répond pas. L'homme ouvre la porte et cherche partout. Il continue à appeler son nom, mais il n'y a pas de réponse. Il se dirigea finalement vers sa salle de bain et vit une scène choquante. Toute la pièce était couverte de sang. Annette était couchée là, sans vie. Les servantes s'approchaient, et il leur ordonna d'appeler le médecin. La maison est dans le chaos, les servantes courent partout pendant que Mila couture les plaies de la jeune fille, et Henner les regarde et se souvient des paroles cruelles qu'il a dites à Annette. Il maudit la jeune fille pour qu'elle soit désespérée et veut qu'elle perde tout. Comme sa vie était pleine de ténèbres, elle aussi a dû souffrir, mais la vérité est qu'il voulait faire partie de sa misère et de sa tristesse. Il se voit dans le jardin de Rosenberg. Annette apparaît à ses côtés et lui demande de savoir ce qu'il fait. Et elle admet qu'il pense à eux. Elle est le et elle se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et la fille suppose qu'il parle de leur première rencontre dans ce jardin, mais il dit qu'il l'a rencontrée il y a longtemps. La scène change,
et une Annette plus jeune joue du piano. Ener la regarde quand il voit soudain une rose bleue. Il entend un bruit fort et se réveille. L'homme a l'air de souffrir. Plusieurs jours passent, et notre fille est toujours inconsciente. Ener est devenu le gardien de la nuit et reste à ses côtés. Il se sent frustré lorsqu'il se souvient de sa conversation avec Mila. La femme dit que le corps de sa femme est trop fait. Elle avait à peine récupéré de sa blessure par balle et de sa fausse couche quand cela s'est produit. Elle a perdu beaucoup de sang, de sorte que ses blessures se sont aggravées. Elle prendra probablement beaucoup de temps pour se remettre. La femme pense qu'il y a une autre raison pour laquelle la fille ne se réveille pas. Elle est probablement fatiguée de vivre. Ener se souvient de tout. Et elle ne peut toujours pas croire qu'Annette finirait par se suicider. Et elle se souvient d'elle comme d'une femme faible, craignant même les plus petites choses. L'homme est désespéré. Il entend soudain une voix étrange. Une version cruelle de lui apparaît et lui rappelle que c'était son plan. Il voulait qu'Annette vive une vie pire que la mort. Maintenant, la fille est si malheureuse qu'elle est prête à se suicider. Avant, Ener avait prié pour sa mort et même voulu la tuer lui-même. Notre protagoniste masculin est rappelé de ses actes cruels. Il admet avoir essayé de la tuer. Il voulait qu'elle disparaisse, mais à la fin, il n'a pas pu le faire. La version cruelle n'est pas inquiète puisque les choses se sont avérées en leur faveur. Mais Ener ne le veut plus, ce n'était pas son plan, il ne veut pas que Annette le quitte. L'hallucination se termine et l'homme commence à trembler. Le public a entendu parler de l'incident, mais personne ne soutient Annette. Ils croient tous qu'elle essaie d'attirer l'attention et la pitié. Les journaux l'appellent une femme méchante. Leur manoir a été entouré de journalistes. Notre chef masculin a vraiment envie de les tuer tous. Il y pense toujours quand le majordome dit qu'un visiteur est arrivé. Quelqu'un est ici pour voir Annette. Ener refuse de les laisser entrer et dit que sa femme est toujours malade. Le visiteur n'est pas prêt à partir et veut plutôt rencontrer Ener. Eh bien, c'est Ansgar. Ener veut le chasser, mais il se souvient à quel point Annette était en colère quand il a volé ses lettres. Mais dès qu'il entre dans la salle, il est attaqué. Ansgar le blâme d'avoir ruiné la vie de la jeune fille. Ansgar est furieux et attaque Ener. Il blâme l'homme d'avoir ruiné la vie de tous les nobles. Il s'attend à ce qu'il se sente mal, mais Ener le repousse, prévient Ansgar de parler avec prudence, interroge l'homme et lui demande pourquoi il est ici. Ansgar est ici pour emmener Annette. Après cet incident, il pense que Ener ne peut pas protéger la dame. Notre homme principal refuse. ILC Ansgar va la ramener à Franche et rejoindre le parti révolutionnaire. Ener ne permettra pas que cela se produise. Il essaie de convaincre l'homme qu'Annette n'a pas de valeur et se demande secrètement pourquoi le parti de restauration est désespérément désireux d'avoir sa femme. Elle se rend en France et épouse un homme. Ils peuvent poursuivre la lignée royale. Malheureusement, la jeune fille est désormais stérile, et le plan du parti est voué à l'échec. Il dit à l'homme qu'il ne peut pas laisser Annette partir. Le garçon devient furieux, demandant si Ener n'a pas fait assez. Annette a déjà beaucoup souffert. Notre chef masculin n'a pas menti quand il a dit qu'il ne pouvait pas laisser la fille. Annette est sa raison de vie. Ansgar ne se soucie pas des sentiments de Ener. Il va aider Annette à demander le divorce. L'homme l'a presque forcée à mourir, ce qui est une raison suffisante pour mettre fin à leur mariage. Notre homme principal est furieux et dit que son plan ne fonctionnera pas. Eh bien, Ansgar est prêt à le défier. Il va entraîner Ener au tribunal et le regarder se déshonorer. Il est sur le point de partir, mais l'homme l'arrête. Il lui demande s'il aime toujours Annette et veut l'épouser. Ansgar lui rappelle que ce n'est pas son affaire. Notre protagoniste masculin pense que la fille ne sera pas heureuse en France. Eh bien, Ansgar lui donne un coup dur. La fille n'est peut-être pas heureuse, mais elle ne sera pas déprimée au point de mourir. Le major Eugène arrive au manoir avec des documents pour Ener. Notre chef masculin lui rappelle qu'il est en vacances, et le major s'excuse. Il remarque à quel point le roi semble stressé et pense que c'est à cause d'Annette. Tout comme le reste du public, il est convaincu que la femme cherche à attirer l'attention. Il dit que sa femme a vraiment essayé de se suicider. Elle ne l'a pas fait pour attirer l'attention. Elle voulait vraiment mettre fin à sa vie. Ener a essayé d'ignorer la vérité, mais il admet finalement que c'était sa faute. Elle voulait mourir à cause de lui. L'homme va dans la chambre d'Annette, mais l'endroit est vide. Il se souvient que Mila a dit que la fille avait été déplacée dans l'annexe. Il n'est pas habitué à un tel espace vide. Notre chef masculin refuse de l'accepter, mais ils se préparent tous à sa mort. Il a besoin de quelque chose pour lui rappeler sa présence et décide de fouiller sa chambre. Il voit un petit sac et suppose que c'est ses bijoux. Il l'ouvre, mais ce qu'il voit,
Ce sont les coquillages qu'elle a choisis sur la plage. Sa petite épouse doit les avoir prises dans la poubelle. Il est confus et se demande pourquoi elle l'a fait. Il continue à fouiller, à chercher ses affaires, mais il n'y a rien. L'homme commence à paniquer. Il refuse de croire qu'elle est partie, voit enfin un petit coffre-fort et l'ouvre. À l'intérieur se trouve la boîte à bijoux d'Annette et un document de l'association Padania. Notre héroïne était à la tête du comité, mais après la Révolution, elle a été interdite de travailler. L'homme trouve son comportement étrange. Pourquoi fait-elle des choses que personne ne remarquerait? Il ouvre sa boîte à bijoux et est choqué de voir leur bague de mariage. C'est alors qu'il réalise enfin que la fille avait toujours prévu de disparaître. Henner va dans sa chambre. Et elle regarde leurs anneaux de mariage. Et elle n'avait jamais enlevé les siens. Pas quand il la détestait ou même quand il lui manquait. Il portait toujours cette bague. L'homme ne savait pas quoi faire. Il pensait qu'elle n'était pas innocente, donc il ne pouvait jamais la pardonner. Une partie de lui la haïra toujours et continuera cette vengeance. Mais une autre partie veut la traiter correctement. Et elle fait une promesse. Quand elle se réveille, il l'emmène en voyage à la plage. Et elle la laisse jouer et lui permet de faire tout ce qu'elle veut. Et elle a juste besoin qu'elle reste avec lui. Henner a repris ses fonctions de veilleur de nuit et est de nouveau assis à côté de son lit. Il n'a aucune idée que la fille sur le lit est sur le point de se réveiller. Notre héroïne continue d'entendre le son du piano. Elle se demande ce qui se passe et où elle est. Elle ouvre enfin les yeux, mais elle voit l'homme dont elle essaie de s'échapper. La fille est choquée. En voyant Henner à côté d'elle, elle a clairement l'air terrifiée. L'homme est stupéfait par son comportement, mais les gens arrivent. Notre leader masculin choqué est forcé de se rendre à l'arrière de la pièce. Mila a terminé son examen et lui a dit que la fille avait besoin de se reposer. Elle lui a conseillé de quitter la pièce. Henner est d'accord, mais à l'extérieur de la porte, il tombe à terre. Il avait toujours pensé qu'Annette se réveillerait et regretterait d'essayer de mourir. Et elle savait à quel point elle détestait la douleur, alors il a supposé qu'elle regretterait sa décision. Mais il avait tort. L'homme a commencé à pleurer en se souvenant de son visage. La fille était déçue qu'elle était encore en vie. Henner n'a pas tort. Notre héroïne est désespérée et souhaite ne pas survivre. Elle se reproche d'être trop faible. Elle aurait probablement dû se couper les poignets encore plus durement. Elle se demande pourquoi Henner l'a sauvée. Annette veut être seule, mais la servante refuse de partir. Ils ont tous peur qu'elle recommence à faire quelque chose de dangereux. Elle essaie de convaincre la servante qu'elle va bien, mais la fille va appeler Henner. Maintenant notre héroïne est déçue. Henner est assis à côté d'elle et ne cesse de s'inquiéter de sa santé. Il avait ordonné aux servantes de ne pas la laisser seule. Notre fille n'est pas intéressée par son explication et demande pourquoi il l'a sauvée. Elle lui dit que son plan avait fonctionné, que sa vie était déjà malheureuse comme il l'avait voulu, qu'elle voulait mettre fin à tout, mais comme toujours, l'homme doit tout gâcher. Il l'interroge, lui demandant s'il aurait dû la laisser partir. Mais c'est exactement ce qu'elle veut. L'homme dit ne pas vouloir qu'elle meure. Annette trouve cela drôle et lui dit de ne pas mentir. Elle pense que Henner est vraiment cruel, il veut qu'elle souffre et reste dans la misère pour toujours, et pourtant il refuse de la laisser mourir. Elle lui dit que ce comportement est pire que de souhaiter sa fin. Henner est désespéré, mais la fille ne se soucie pas. Et elle essaie de la convaincre qu'il n'a jamais souhaité sa mort. Un autre jour arrive, et notre héroïne se sent mieux. Elle retourne dans sa chambre et reçoit toutes les lettres d'Ansgar. Elle est bouleversée. Elle sait que les choses ont changé et ne seront plus les mêmes. Elle est prête à laisser tous ses bons souvenirs avec Ansgar dans le passé. L'homme à qui elle pense arrive. Il est toujours préoccupé par sa santé, et elle lui assure qu'elle va bien. Et bien, l'homme peut la réprimander maintenant. Et elle se demande pourquoi elle ne l'a jamais contacté. Notre fille s'excuse. Elle ne voulait pas lui imposer un fardeau puisqu'elle n'a pas pu accepter sa proposition. L'homme est désolé et s'offre à nouveau de l'emmener en France. Il promet de la traiter bien. Tout ce qu'il veut, c'est la rendre heureuse et mettre fin à sa misérable vie en Padanie. Elle ne peut s'échapper que si elle part avec lui. Il la reprend à nouveau, se demandant pourquoi elle a choisi de mourir alors qu'elle avait d'autres options. Annette est convaincue qu'il veut juste qu'elle continue la lignée royale. Elle lui dit qu'elle est stérile. L'homme est clairement choqué d'entendre cela. Elle croit qu'elle est inutile et qu'elle ne peut pas partir avec lui. Ansgar décide d'avouer et dit qu'elle a raison. Il admet que le parti de restauration veut l'utiliser. C'est pour cela qu'ils l'ont envoyé à Pada. Cependant, l'homme a ses propres plans. Il ne se soucie pas de savoir si elle est stérile. Il veut toujours l'emmener avec lui. La fille est vraiment confuse et se demande s'il a une mission secrète. Ansgar commence à rougir et dit qu'il l'aime. Annette ne le croit pas. Les gens qui l'aimaient n'aimaient que son statut et son pouvoir. Maintenant, elle n'a rien à lui offrir. Mais cet homme n'a besoin de rien. Tout ce qu'il veut, c'est Annette.
La fille lui demande s'il veut l'épouser, et Ansgar devient un écolier timide, vraiment amoureux d'elle. Il veut l'épouser, mais il sait qu'ils devront attendre qu'elle divorce de Ener. Pourtant, il est prêt à attendre. Tout ce qu'il veut, c'est entendre sa réponse. Ansgar quitte la pièce mais il n'a pas l'air si heureux. Dès l'extérieur, notre chef masculin se sent bien et dit au garçon de ne pas revenir voir sa femme. Ansgar est offensé et se demande quel droit il a de dire cela. Eh bien, Ener lui rappelle qu'il est actuellement le mari d'Annette. Maintenant, c'est le tour du garçon de rire. Il dit à Ener que la fille va divorcer de lui et déménager en France avec lui. Ansgar croit qu'elle le fera. Quelque chose de mieux que de rester dans ce trou d'enfer avec Ener. Notre chef masculin est bouleversé et décide d'utiliser sa dernière arme. Et elle dit à Ansgar que la fille est stérile. Il s'attend à ce que l'homme soit choqué, mais il dit qu'il le sait déjà. Maintenant, c'est au tour de Ener d'être surpris. Ansgar se moque de lui. Il se demande de quoi Ener s'attendait. Pensait-il vraiment qu'il abandonnerait Annette simplement parce qu'elle est stérile? Notre chef masculin est encore plus contrarié que Ansgar connaisse leur secret. Il se demande qui lui a dit mais il n'y a qu'une seule réponse. Pourtant, il refuse de le croire. Le garçon se vante de sa relation avec Annette. Il la connaît probablement mieux que son mari. Après tout, ils ont passé des années ensemble. Il pense que le plan de Ener pour ruiner leur relation est infantile. Ener est contrarié. Il rappelle à Ansgar qu'ils ont passé 3 ans séparés. Leur relation a certainement changé. Il ne se soucie pas si Annette accepte de partir. Il ne laissera jamais la fille partir. Il dit au garçon qu'Annette ne peut jamais le quitter. Ansgar est choqué par l'apparence folle de cet homme. Le garçon comprend finalement pourquoi Ener continue à dire qu'Annette ne serait pas heureuse avec lui. Elle essayait juste d'ignorer la vérité. Et la femme pour laquelle il se bat se détend dans le lit, se demandant pourquoi ses mains sont froides. Elle se souvient de la proposition d'Ansgar, il serait facile de partir avec lui, mais elle ne veut pas être un fardeau pour le garçon. Il ne gagnerait rien s'il l'épousait. De plus, imaginer sa vie avec lui est déjà stressant. La dernière personne qu'elle veut voir arrive, Ener est là et propose de se promener. Annette ne se dispute pas et s'habille. L'homme pense qu'elle n'est pas suffisamment couverte et met une écharpe autour d'elle. Les deux ne peuvent même pas se regarder. Il sort, mais l'homme est toujours inquiet. Il est sûr qu'elle doit avoir froid et lui offre même ses gants. La fille ne veut pas se disputer, alors elle les accepte. Il se sent heureux et décide de l'emmener en voyage. Malheureusement, la fille n'est pas intéressée. Néanmoins, il ne cesse de mentionner les endroits qu'il pourrait visiter et fait même des plans pour l'année prochaine. Sa bouche lui fait probablement mal de dire autant, mais la fille ne répond pas. Quand elle le fait, elle accepte tout simplement. Pourtant, l'homme est soulagé. Il croit que les choses s'améliorent mais le lendemain, on trouve un peigne tranchant dans la chambre d'Annette. Notre héroïne est forcée de commencer la thérapie. Elle est indifférente mais assiste toujours à chaque séance. Ener essaie de lui parler tous les jours mais elle est devenue silencieuse. Elle ne bouge que quand il parle. La fille semble s'améliorer, mais chaque nuit, l'homme se réveille dans la peur. Il se sent toujours mal à l'aise. Il visite sa chambre et la voit dormir. Pourtant, il sent toujours qu'elle est en danger. La fin de l'année arrive et notre chef de file masculin prépare un cadeau pour sa femme. Il pense qu'elle sera très heureuse. Elle a toujours aimé les surprises et les beaux bijoux. Il prévoit même de l'emmener faire une promenade. Il va la chercher mais elle n'ouvre pas la porte. L'homme se sent mal à l'aise. Il essaie d'ouvrir la porte mais elle est verrouillée. Tout à coup, il voit la servante d'Annette dehors. La femme a laissé la fille seule. Notre homme a paniqué et a ouvert la porte. Il a vu une scène déchirante. Sa femme s'est pendue. Ener a coupé la corde et a sauvé sa femme. Mais au lieu d'être heureuse, la fille a commencé à pleurer. L'homme essaie de l'interroger mais il est également confus. Il ne sait pas quoi faire et la supplie de l'aider. Mais il n'y a qu'une seule chose qu'elle veut mettre fin à sa vie. L'homme s'aperçoit enfin qu'il ne peut pas l'arrêter. La fille peut mettre fin à sa vie à tout moment et le quitter pour toujours. Ener ne veut pas que cela se produise et a une idée folle. S'il la surveille tous les jours, elle ne pourra pas le quitter. Mais même l'homme sait que c'est une idée folle. Vraiment, c'est lui qui devrait être dans un hôpital psychiatrique. Il est confus et se demande s'il devrait divorcer d'elle. Il décide de la laisser partir. Elle peut voyager avec Ansgar en France et faire ce qu'elle veut. Il ne se soucie plus de lui. Tout ce qu'il veut, c'est la voir vivante. Il est prêt à divorcer d'elle juste pour qu'elle puisse vivre. Le lendemain, tous les documents sont préparés pour Annette. Notre fille signe les papiers de divorce et elle est enfin libre. L'avocat mentionne quelque chose au sujet de rester plus longtemps, mais Annette refuse. Il s'avère que c'est l'idée de Ener alors qu'elle le rencontre en sortant.
L'homme lui tient la main pour la dernière fois. Il la laissera faire ce qu'elle veut. Mais elle doit rester en vie. Il lui remet des bijoux et à l'intérieur se trouve la carte d'Ansgard. Le couple dit ses derniers adieux et ce horrible mariage se termine enfin. Annette a obtenu son divorce et est enfin libre. Pourtant elle ne ressent rien. Elle a oublié sa promesse à Ener et commence à penser à mourir à nouveau. Elle n'a rien pour vivre. La fille prend sa décision et choisit déjà quelle méthode utiliser quand quelqu'un s'approche. Elle lève les yeux et est choquée de voir la personne. Il y a quelques minutes, Ener a regardé la fille partir. Et elle se demande où tout s'est mal passé. Dès le premier moment où il l'a vue, il a décidé de devenir le chien de son père. Tout ce qu'il voulait, était rester à ses côtés et être plus près d'elle, mais il savait qu'elle ne le remarquerait jamais, car il n'était qu'un garçon des bidonvilles, et il a donc décidé de changer de destin. Il est devenu sans cœur, tuant d'innombrables personnes de manière semblante. Et c'est pourquoi il déteste Annette. Il a dû sacrifier sa vie et son sang juste pour la rendre heureuse. Il est devenu cette créature méchante alors qu'elle restait heureuse et innocente. Et elle a probablement pensé que c'était injuste. L'homme pleure parce que son malheur a commencé avec elle. Tout a commencé sur cette île. Pour comprendre la douleur de notre leader masculin, nous devons remonter dans le passé. Sur une île cachée, la famille royale a construit un terrain d'entraînement militaire secret, et en ce moment même, un groupe de stagiaires bat un garçon innocent. Ils ne s'arrêtent que lorsqu'une fille arrive et leur dit de partir. Elle regarde le garçon blessé et se sent triste. Ils ont ruiné un visage si beau. Elle l'abandonne aussi, laissant l'enfant seul. Le garçon blessé avec le beau visage et Ener, 15 ans. Les apprentis sont rassemblés pour la bataille. Ils doivent passer par un autre test de survie. Le jeu durera 3 heures, et chaque fois qu'ils volent l'étiquette de nom de quelqu'un, ils obtiennent un point. Ils doivent aussi atteindre la ligne d'arrivée avant l'heure. Cela semble être un jeu amusant jusqu'à ce qu'ils commencent à partager des couteaux. Il n'y a pas de règles, donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Ener est inquiet pour son ami Ethan. Il se souvient de leur conversation hier soir. Le garçon était énervé quand il a vu les blessures sur Ener. Pour une raison quelconque, les diplômés continuent de harceler son ami. Ils ont parlé du test et ont fait une promesse. Ils vont s'ignorer pendant la bataille. Le commandant prie pour leur sécurité, et la bataille commence. Le camp d'entraînement n'est pas aussi innocent qu'il paraît. La famille royale forme secrètement des espions et des informateurs, et la plupart d'entre eux sont orphelins. Et la famille royale prétend avoir nettoyé les rues, mais elle ne faisait que rassembler les enfants. Notre chef masculin a perdu ses 2 parents et a grandi dans un orphelinat. Il a 7 ans avant d'obtenir son diplôme, mais il doit d'abord survivre jusqu'alors. Ener est pacifique désolé violemment en train de faire sa mission quand il est soudainement attaqué. Ses diplômés sont là pour le harceler à nouveau. Le garçon se cache rapidement. Les harceleurs ne le prennent pas au sérieux et commencent même à se disputer. Ener sait qu'il ne peut pas les vaincre. Il y en a juste trop. Elle essaie de trouver un autre moyen. Jusqu'à ce qu'il remarque qu'ils ont tué son ami, Ethan. Notre homme principal est bouleversé. Les 2 amis avaient prévu de survivre jusqu'à la fin. Les agresseurs continuent de se moquer de Ener, convaincus qu'ils peuvent le vaincre. Ils suggèrent même qu'il a peut-être utilisé son corps pour entrer ici. Maintenant Ener est vraiment en colère. Il s'était retenu tout ce temps parce qu'il ne voulait plus d'attention. Mais plus. Pendant que les garçons se suicident, leur chef se détend sur une colline. Il savait. Il ordonne à l'assistant de ne garder que quelques enfants en vie. Nourrir tant de gens est tout simplement trop cher. Il s'avère que le test de survie qu'ils prennent est juste un moyen de réduire leur nombre. L'assistant promet de se débarrasser de plus d'entre eux. Le marquis se demande s'il y a des élèves exceptionnels dans le groupe. Son assistant ne cesse de parler de Benjamin et le félicite. C'est le harceleur de notre chef masculin. L'assistant pense qu'il est le meilleur élève, mais il va être déçu. La bataille se termine enfin et les survivants grimpent la colline. Dietrich ne s'intéresse pas à eux et pense qu'ils sont tous moyens. Attendez jusqu'à ce qu'il voit notre leader masculin. Elle a l'air choquée et demande immédiatement à son sujet. L'assistant présente Ener et dit qu'il est aussi fort. Mais quelque chose de plus choquant se produit. L'assistant raconte à Dietrich la nouvelle. Benjamin et 4 autres membres de la classe de fin d'études sont tous morts. Ener Valdemar de retour au camp d'entraînement, l'ami de Ener ne peut pas croire qu'il ait tué 4 seniors. Il se demande comment Ener l'a fait, mais notre protagoniste masculin est habitué à la violence. Même dans l'orphelinat, il en a souffert. Hugo pense qu'il se venge d'Ethan. Eh bien, la raison n'a pas d'importance. Désormais, personne ne se mêlera à Ener. Il décide de suivre le garçon autour. Les 2 s'amusent quand leur instructeur arrive.
Il a de bonnes nouvelles pour Ener. Le garçon peut maintenant utiliser la clinique de l'instructeur. De plus, le marquis l'a invité à déjeuner dans le manoir Rosenberg. L'instructeur dit qu'ils partiront demain matin. Dès qu'il part, Hugo commence à sauter. Et elle pousse Ener, oubliant totalement que le garçon est blessé. Il ne peut pas croire que son ami va visiter le manoir du marquis. Généralement, seuls les meilleurs étudiants de la classe de fin d'études sont invités. Hugo est excité et imagine l'avenir de Ener. Son ami pourrait rejoindre l'équipe d'opération spéciale du marquis. Notre chef masculin est également excité. Il se sent un peu triste quand il pense à Eta. Le seul rêve du garçon était de rejoindre cette unité. Ce soir-là, notre chef masculin ne pouvait pas dormir. Il a entendu parler du manoir Rosenberg et de sa beauté. La famille royale assigne des missions que l'armée régulière ne peut pas gérer aux étudiants du camp d'entraînement. Parce qu'ils doivent être sous couvert, les étudiants ne peuvent pas rejoindre l'armée régulière. L'unité d'opération spéciale du marquis est la seule exception. Rejoindre cette unité est le rêve de chaque stagiaire. Le jour de la visite arrive et Ener est muet. Il regarde autour de lui et ne peut pas croire qu'un si beau manoir existe. C'est l'heure du déjeuner et notre leader masculin est à nouveau stupéfait. C'est la première fois qu'il voit une nourriture si chère. Quand il lève les yeux, il y a un tableau d'une belle fille juste au-dessus de lui. Le garçon vit vraiment la vie. Le marquis remarque le garçon fixé sur le tableau. Ener est gêné et explique qu'il n'a jamais vu quelque chose de si beau. Dietrich ne le méprise pas après tout, même les nobles en sont étonnés. Il appelle le dessin sacré et dit que lorsqu'il l'a vu pour la première fois, il n'a pas pu fermer la bouche. Indépendamment de son manoir, seul le palais royal peut se permettre une peinture de plafond comme celle-ci. Il n'avait jamais cru aux créatures divines auparavant, mais ce tableau semble si réel. Il pense que c'est vraiment sacré. Les garçons ont fini de déjeuner et le marquis les invite dans son jardin. Son assistant l'appelle à son travail et il doit partir. Le superviseur dit que les garçons partent à 4 heures. En attendant, ils peuvent se promener dans le jardin et admirer les fleurs. Notre chef masculin est certainement différent. A eu lieu d'admirer les fleurs, il cherche un endroit pour dormir. Nous ne le blâmerons pas puisqu'il est toujours blessé, il trouve l'endroit idéal. Quelqu'un a mis un banc sous l'arbre, Ener est prêt à faire une sieste quand, soudain, il entend de la musique, maintenant il n'a plus le sommeil. Le garçon reconnaît la chanson. Elle avait une fois une boîte à musique et c'était sa chanson préférée. Elle suit le son et arrive au manoir. Elle voit une fenêtre ouverte et quand il regarde à l'intérieur, il remarque une jeune fille jouant du piano. Dès le moment où il la regarde, Ener est frappé. Elle a l'air si différente de lui. Elle est belle, comme un humain sacré, noble. Elle ressemble à ce tableau. Le garçon est distrait et marche sur une branche d'arbre. Le son alarme la fille et elle court vers la fenêtre. Mais il est trop tard. Elle s'est échappée. Ener court tout le chemin du retour. Elle ne cesse de penser à la chanson qu'il vient d'entendre. Cela lui rappelle la boîte à musique qui lui a été donnée à l'orphelinat. C'était la première fois qu'il avait un tel cadeau, mais quelqu'un a juste dû le gâcher. Des agresseurs ont détruit sa boîte à musique. Ener savait que c'était déjà inutile, mais il le gardait toujours avec lui. Le garçon s'arrête enfin et commence à se demander pourquoi il s'est enfui. Elle voulait vraiment lui parler et féliciter sa performance, mais il ne pouvait pas. À partir de ce moment, cette belle fille en blanc est devenue le centre de toute sa vie, et même en s'entraînant pour les missions, Ener continue de penser à elle. Elle est la seule fille du marquis et son rêve est de devenir pianiste. Il se sent inférieur. Ils sont nés dans des mondes différents. Elle est noble, et il n'est qu'un simple bourgeois. Elle porte le sang royal alors qu'il n'est qu'un des nombreux agents du camp d'entraînement. Ener est distrait et se blesse pendant l'entraînement. Il va sur la colline pour être seul, mais quelqu'un doit juste le déranger. Hugo arrive. Il a remarqué le comportement étrange de Ener. Le garçon continue à faire des erreurs. Comme une personne logique, Hugo pense que Ener est devenu fou. Hugo se demande pourquoi il n'est pas allé à la clinique. A-t-il l'intention de contracter une infection et de mourir? Ener regrette vraiment son choix d'ami. Il pense que Hugo est bruyant, mais le garçon aggrave la situation et forme une flûte. Il apprend à Ener à en faire une, et les deux s'amusent à la jouer. Notre chef masculin est terrible, et Hugo se moque de lui. Ener est déçu. Elle veut vraiment entendre cette chanson à nouveau. Il veut juste revenir à ce moment-là et regarder la fille jouer une fois de plus. Notre homme principal semble être sur des stéroïdes. Chaque test qu'il passe, il est toujours le meilleur. Les autres entraîneurs se plaignent de lui. Il est maintenant dans les projecteurs. Pendant leur assemblée, Ener est récompensé pour avoir été le meilleur de sa classe. Il a lutté pour être le meilleur et a fait tout ce qu'il a pu juste pour qu'il puisse voir cette fille une fois de plus. Il le fait. Il est invité à nouveau au manoir du marquis. Après le déjeuner,
Il s'enfuit pour trouver un filet. Ener n'a jamais eu d'ambition. Il ne voulait même pas réussir. Son seul souhait est de revoir la fille se produire. Chaque fois qu'il entend sa pièce, il imagine un monde différent entre eux, dans lequel il peut tenir sa main et danser avec elle, où ils peuvent tomber amoureux heureux. Le lendemain, le médecin du camp appelle Ener à son bureau. Elle a remarqué ces changements et s'inquiète pour lui. Et la clinique semble leur donner des médicaments pour contrôler leur humeur. Ener ne refuse pas avant qu'il parte. La femme l'avertit de ne pas trop travailler. Elle a travaillé au camp pendant 12 ans et n'a jamais vu un stagiaire avoir une bonne femme. Elle dit que les désirs pourraient le ruiner. Ener ne la comprend pas, mais le lendemain, le médecin est retrouvé mort. Nous pensions tous que les batailles de survie étaient les pires, mais le camp a mis au point un nouveau test, l'entraînement à la torture biannuelle. Ener est attaché et aux yeux bandés. Il doit endurer un dur coup de fouet pendant qu'un homme se moque de lui et l'insulte. Il appelle des orphelins comme Ener des mendiants qui se détournent de la société. Ils pensent qu'ils doivent être rééduqués, et c'est pour cela qu'ils ont été envoyés au camp d'entraînement. C'est seulement alors qu'ils peuvent devenir des membres utiles de la société. Il souhaite qu'il soit né dans une famille respectable. L'homme le convainc que la seule façon de devenir utile est de sacrifier son corps pour la nation. Il doit utiliser sa force pour protéger le pays. Il continue à parler, mais Ener pense à Anna. S'il était né dans une meilleure famille, il pourrait lui parler sans crainte, et elle le traitera avec gentillesse. Ener imagine ce monde. Et la fille demanderait son nom et se soucierait de ses blessures. Il pourrait lui dire qu'il aime écouter sa performance, lui montrer sa boîte à musique, et elle jouer du piano pour lui. Dans ce monde, il ne serait que les deux. La torture prend fin, et le garçon va à nouveau à la recherche d'Anna. Il pense que sa vie est belle. Elle peut jouer du piano quand elle veut. Personne ne lui donnerait de drogues étranges ou ne la torturerait. Elle ne saurait peut-être même pas que le camp d'entraînement existe. Il imagine ce qu'elle ressentirait si elle le savait. Elle serait probablement en colère et aurait pitié de lui. Ener s'est convaincu que la jeune fille est une déesse divine et noble. 4 ans se sont écoulés, et comme Ener le souhaitait, il a rejoint les forces spéciales. Dietrich organise un banquet et les accueille dans l'équipe. Ener est contrarié. Il vient de recevoir une nouvelle mission, et il ne sait pas quand il retournera en Padanie. Il doit prouver sa loyauté, même s'il doit risquer sa vie. S'il montre à quel point il est utile, il peut rejoindre l'armée régulière. Il veut s'améliorer pour se rapprocher de la fille. S'il devient une meilleure personne, il pourrait enfin pouvoir l'approcher. Il se présenterait, et elle le remarquerait finalement. Peut-être qu'à ce moment-là, il pourra cesser de se cacher pour la regarder. Il laisse tomber les fleurs sur la fenêtre et chuchote son nom. Le simple fait de l'entendre le rend rouge et il s'enfuit timide. Il retourne au manoir Rosenberg avec son ami, et soudain, il voit Annette le regarder. Ener s'arrête et se tient là, choqué. Jackson l'a aussi vue et admire sa beauté. En la regardant, vous pouvez voir qu'elle est différente de Ener est d'accord. Il ressent encore des regrets. Après son retour de mission, il a trouvé sa chambre de piano vide. Elle avait déménagé à l'intérieur du manoir. Ener se demande si ces luttes en valent la peine. Comment peut-il se tenir à côté de la femme la plus noble de Padanie, en ce moment? La seule fois qu'il la voit, c'est quand il a de la chance. Ener se tient là en rêve jusqu'à ce que Jackson le touche. Et elle se sent embarrassée. Il avait complètement oublié que l'homme était là. Il essayait de se cacher et disait qu'il regardait seulement. Jackson le harcelait, se demandant si le strict Ener était tombé amoureux, croyant que l'homme aurait une chance. Annette est connue pour aimer les hommes beaux et ne se soucie même pas qu'ils soient nobles. Et elle est si têtue que même la marquée ne peut pas contrôler sa vie amoureuse. Ener se sent encore inférieur. Il pense qu'elle ne sortira avec que des gens de la classe moyenne et non avec des gens ordinaires. Jackson l'encourage à rejoindre l'armée régulière. De cette façon, son statut changera. Pendant ce temps, notre homme principal est en train de traverser toutes les étapes de la jalousie. Et elle se demande combien d'hommes Annette a rencontré et leur a souri ou leur a tenu la main. Quand il réalise ce qu'il pense, il se sent pathétique. Ener se rend à Franca pour une autre mission avec son équipe. Ils se rassemblent dans une grotte et se plaignent de leur vie difficile. Les membres de son équipe commencent à se moquer de lui. Ils se souviennent du mystérieux médicament qui leur a été administré pour supprimer leurs émotions. Cela semble avoir fonctionné sur Ener. L'homme n'est pas dérangé par leur blague. L'un des membres dit qu'elle a un amant. Les autres se demandent pourquoi elle sort. Elle ne peut même pas se marier. Jackson pense que leur instructeur devrait interdire les relations. Après tout, c'est une forme de faiblesse. Le reste de l'équipe proteste. Qui ne voudrait pas avoir un amant mignon? Anne demande à Ener s'il a quelqu'un qui l'aime. Jackson est convaincu que cet homme n'est qu'un morceau de bois.
Ils veulent savoir comment Ener traiterait son amant. Il semble que Ener ait toujours eu un sentiment d'amour déformé. Il ne voit pas d'utilité à aimer son partenaire. Puisqu'elle est précieuse pour lui, les autres seraient également intéressés par elle. Elle pourrait même être enlevée. Ses amis ne sont pas satisfaits et demandent ce qu'il ferait s'il la prenait. L'homme dit qu'il la détruirait. Ce n'est qu'une fois qu'elle sera détruite que les autres cesseront de la vouloir. Maintenant, c'est déformé. Ses amis sont tous effrayés et l'appellent fou. Hugo le défend. Après avoir passé des années sur cette île, personne ne restera sain d'esprit. Ener pense aussi qu'il pourrait être brisé. Puis il pense à Annette. Puis il devient misérable. Il est tellement amoureux d'elle, mais elle ne le remarque pas. Elle ne sait même pas qu'il existe. Plus son amour pour elle est profond, plus il devient misérable. Ener commence à regretter ses sentiments. Il souhaite ne jamais la rencontrer. La mission de notre leader masculin a mal tourné. Il est enfermé dans une cellule de prison. Il y avait un traître dans leur équipe et tous les membres ont été capturés. Seul Jackson a pu s'échapper. Ener fait confiance à l'homme et croit qu'il apportera d'autres personnes pour les sauver. Elle doit juste endurer jusqu'alors. Ses ennemis arrivent et commencent à le frapper. Ener est déterminé à survivre et à retourner en Padania. Elle endure la torture. Mais même s'il est habitué à la violence, cela devient difficile. Un autre jour arrive et il est entraîné dans la salle d'interrogatoire. Le chef de l'équipe ennemie interroge Ener. Elle veut que le garçon croie que ses coéquipiers ont révélé leur secret. Notre leader masculin n'est pas stupide. Il sait que l'homme ment. Si ses membres avaient avoué, il ne chercherait pas plus d'informations. Le leader admet qu'il a raison. Chaque membre dit quelque chose.